Bonjour à tous aujourd'hui. Aujourd'hui, on est avec Rémi Loher. Je suis super content d'être avec Rémi. En gros, assez simplement, c'est un SEO. Tout simplement, quelqu'un qui arrivait du marketing initialement avec une petite spécialité en SEO, qui a une belle notoriété sur LinkedIn, qui a fait des belles choses, qui a fait beaucoup de freelancing, puis qui a fait de l'agence, puis qui a scale sur du programme pour accompagner d'autres freelances, etc. Quelqu'un qui a une grosse expertise pour le coup sur la prestation de services, autant d'un point de vue voilà personnel parce que tu l'as fait énormément toi à ton échelle personnelle, mais aussi d'un point de vue plus macro parce que tu as vu comment est-ce que tous les process de la prestation de service étaient faits et tu as pu les identifier et on va dire les maîtriser petit à petit et les enseigner en fait, aller en point d'accomplissement. Rémi, est-ce que tu es chaud aujourd'hui déjà pour répondre à toutes mes petites questions? Ouais, je suis super chaud et très content que tu m'aies invité. Ça me fait très plaisir d'échanger. Ah, parfait, ça fait plaisir, c'est top. Je voulais t'inviter pour plusieurs raisons. En fait, alors qu'il est, bon, déjà, je suis dans une phase un peu prestat de service où je passe de freelance à agence, grosso modo. Et du coup, je me suis dit que c'était intéressant de parler avec des gens qui avaient fait un peu le même parcours dans des périodes, voilà, de leur vie. Et toi, c'est ce que tu as fait, on va dire, il y a quelques temps. Puis, tu es revenu sur une presta freelance, donc assez impatient pour avoir des feedbacks là-dessus, même si au final, en ayant consommé pas mal de contenu, j'ai déjà eu pas mal un peu des raisons. Mais je te reposerai quelques questions vis-à-vis de ça. Et aussi parce que initialement tu fais du SEO et ça c'est un truc qui me fait triper parce que grosso modo bon, moi très passionné de SEO depuis tout le temps et en fait je connaissais que la sphère SEO Twitter parce que je venais de Twitter, je connaissais pas celle de LinkedIn dont tu fais partie et du coup ça me fait plaisir de découvrir le contenu des gens de LinkedIn, notamment ce que tu produis et voilà la qualité de contenu que tu envoies un peu pour autant pour la partie freelance que pour la partie SEO. Ok, bah trop bien. Bah hâte d'échanger et on peut démarrer dès maintenant. Top, 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 top. Ma première question un peu, c'est la partie. Pourquoi avoir choisi le SEO initialement? En fait, t'étais très grosse 360, j'ai l'impression au début. Qu'est-ce qui fait que tu t'es orienté plus sur une partie SEO, ou est-ce que t'étais initialement SEO puis t'es parti sur une partie plus grosse 360? Qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé dans cette situation-là? Ouais, bah, c'est un super point. En fait, tu m'as présenté comme en disant que je suis un SEO à la base, mais en vrai, pas tant. Dans le Ouais. sens où un truc que j'aime bien raconter, tu vois, c'est que ma première mission SEO que j'ai signée, en fait, j'avais jamais vraiment fait de SEO avant. Donc, genre, moi, Ouais. j'étais, on va dire, head of growth, gross manager en startup. J'avais recruté, tu vois, un responsable SEO, mais du coup, c'était lui qui faisait tout. Donc, moi, j'avais rien exécuté. J'étais à l'aise sur la strat, les concepts, etc. Mais j'avais jamais rien fait moi-même sur le sujet. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est parce que quand j'ai commencé en freelance, mon idée initiale était d'aller sur un type d'offre qui était de faire, on va dire, du contenu dans du content Mhm. marketing avec une spécialisation SaaS et FinTech, Mhm. qui correspondait un peu à mon passé, quoi. Mhm. Et sauf que ce positionnement, cette offre-là, marchait pas trop. J'avais des taux de closing qui étaient assez faibles, alors que je Mhm. suis plutôt bon en vente. Et derrière, en termes de delivery, j'avais pas un impact, enfin le temps pour avoir de l'impact mesurable pour les clients était élevé, ce qui fait que bah, beaucoup de clients, on se mettait d'accord assez vite pour arrêter la collaboration, donc j'avais un gros churn. Et le SEO était un peu la solution là-dessus parce que ça permet d'ajouter une brique mesurable de performance de ce que tu déploies et globalement la stratégie de contenu a de bonnes synergies avec ça. Donc en fait j'avais un client qui m'avait contacté juste pour un truc de contenu et après qui me disait qu'il était en train de solliciter des gens pour faire une presta SEO et moi je me suis dit putain bah, c'est l'occasion parfaite d'aller tester ce marché, donc j'ai vendu une roadmap et après j'ai commencé à exécuter, puis on a eu des résultats assez vite et du coup, ça s'est bien goupillé. Après, j'ai multiplié le nombre de clients très rapidement sur ce sujet. J'ai bingé tous les contenus, toutes les formations. J'étais bien entouré, tu vois, donc j'avais aussi pas Ouais. mal de potes freelance SEO avec qui que je pouvais solliciter, donc ça m'a permis de progresser très vite, quoi. Ok, putain. Voilà. Ah, c'est top. Du coup, ouais, c'est un peu par opportunité au final. En fait, tu t'es dit à la base content marketing. Pourquoi est-ce qu'à la base content marketing du coup, avant le SEO un peu, d'où Ouais. arrive la passion du contenu initialement même, on va dire. Ouais, bah en fait, donc avant, mon premier job, ça a été gros chez Exa, qui s'appelait eFounders avant, et très vite full-time sur un seul de leurs projets, qui est Mhm. Collective. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, Exa, c'est un startup studio qui avait lancé à l'époque une trentaine de boîtes, dont 3 licornes, et qui était très connu parce que du coup, ils avaient un taux de succès énorme en lancement de startup. C'est un peu la seule boîte qui a réussi à craquer ce modèle-là. Et donc, je me suis dit, je vais apprendre à monter des boîtes avec eux. Il y a eu une boîte qui performait super bien en termes de traction à l'époque. Il n'y avait même pas encore toute la team, donc j'avais l'opportunité d'être sur le projet dès le début. C'était Collective, et Collective, c'était
c'est toujours une plateforme de freelance. Mhm. Et comment est-ce qu'on... Donc moi, j'étais responsable de l'acquisition chez eux. Et comment est-ce qu'on a fait grossir la boîte d'un point de vue marketing et sales? C'est principalement via de l'inbound à l'époque. Après, ils ont fait d'autres choses. Et Mhm. cet inbound reposait majoritairement sur l'organique parce que il y avait, en ads, alors en tant qu'agence, ou enfin freelance c'est de la merde, c'est une mauvaise idée, mais en tant qu'agence, tu pourrais faire de l'ads, tu vois, pour trouver des clients. Mais quand Mhm. tu vends pas toi-même la prestat de service, que tu vends des freelances qui vont l'exécuter, ça devient une step un peu trop loin, donc ça performait pas, tu vois, ce type de campagne. Donc on reposait beaucoup sur l'organique. Et donc j'avais un beau use case, tu vois, à mettre en avant là-dessus. Et après la spécialisation, ça c'est fintech, parce que bah moi, quand j'essayais de déléguer, je trouvais pas de personnes qui soient suffisamment qualitatives dans leur production de contenu pour que ça soit pertinent. Et c'était un peu mon avantage par rapport au reste du marché, quoi. Ouais, tu avais la force de la qualité du travail que tu faisais qui était top sur ça, c'est fintech. Tu te disais, bon, bah, si personne peut faire ce travail-là, si j'arrive à trouver personne qui est viable, autant que je le fasse moi, que ce soit ma spécialité et que tu puisses le faire. Ça se Ouais, tient, c'est ça se ça. tient, ça se tient. Ouais, ouais ouais, ok, ouais, non, ça se tient. En termes de, du coup, tu attaques le SEO forcément parce qu'en fait, dans le content marketing, si tu fais du contenu et que tu as l'habitude de faire de l'inbound, bah, le SEO finit par être une brique que t'englobes forcément, je pense, à un moment ou à un autre. Et au moment où tu attaques ce truc-là, c'est marrant parce que tu veux te spécialiser en SEO quand tu attaques le freelancing. Euh, Est-ce que tu veux te spécialiser en SEO parce que tu sais que ça va être trop difficile en gros d'avoir des missions intéressantes? Ou est-ce que tu veux te spécialiser en SEO parce que tu te dis que la niche est bonne ou tu vois, quelle est ta réflexion? Pourquoi tu te dis à ce moment-là, je comprends que t'as l'expertise, t'as le use case, mais pourquoi pas repartir en grosse 360 en fait au final? Ouais. Bah, c'est un peu ce que tu dis sur deux points particuliers. Le premier point, c'est que moi, en tant que head of gross, j'avais pas le titre officiel dans la boîte, même si j'étais Hmm. responsable de l'équipe grosse. Donc ça suffit, tu vois, des fois, à Ouais. s'auto-octroyer le titre. Mais même si je décidais de faire ça, c'était pas suffisant par rapport à d'autres profils, selon moi. Genre, j'avais vu plein de head of growth, ils avaient plutôt genre 5, 6, 7 ans d'XP, manager des plus Mhm. grosses équipes que moi. Moi, il y avait 4 personnes, tu vois, c'est pas non plus significatif. Ouais. Et du coup, j'avais peur, et je pense que c'est une peur irrationnelle parce que ça aurait très bien marché, mais de pas être suffisamment compétitif d'un point de vue expérience sur ce marché-là. Ouais. Euh, le deuxième sous-point, c'était que, en gros, si tu fais très souvent des missions différentes et sur mesure pour les clients. Mhm. Et moi, j'avais identifié que bah, du coup, j'allais vite être capé d'un point de vue TJM et rentabilité. Alors qu'en SEO, tu peux assez facilement vendre du livrable et vendre toujours les mêmes livrables. Donc, c'est plus Ouais. facile d'aller après soit augmenter tes prix, soit processiser ce que tu fais, soit les deux, pour que finalement, en rentabilité horaire, tu sois plus élevé. Donc, assez vite, j'ai été un consultant SEO ultra rentable, tu vois, alors que j'arrivais pas Enfin, j'en ai fait plein d'émissions grosses, en fait, hein. Tu vois, publiquement, j'étais très focus SEO. Après, Ouais. je faisais beaucoup de contenu d'un point de vue stratégie d'acquisition personnelle, et on pourra en reparler, qui n'était pas uniquement du SEO, tu vois, qui englobait plein Ouais. de concepts grosses au sens large, et je pense que c'est ça qui plaisait aussi. Et ça me permettait, en fait, très souvent d'avoir le SEO comme point d'entrée, mais d'upseller la majorité des clients avec qui j'aimais bien travailler sur l'ensemble de leur strat d'acquisition. Et donc, en vrai, d'être, on va dire, head of growth inbound pour ces gens-là. Mais le SEO était une prestation super rentable. Ok, Donc, c'est putain, c'est ça super intéressant. le rationnel. Ouais, en fait, tu arrives avec le SEO qui est très rentable. En plus, tu peux le productiser, tu peux te baser sur des livrables, donc ça se tient. Et derrière, t'es pas obligé de le vendre en TJM, ce qui est plutôt. D'ailleurs, ouais, c'est vrai que souvent tu parles de TJM. Enfin, moi, c'est un truc où je me suis toujours beaucoup battu contre le TJM. Tu vois, je pense que c'est un truc où les gens devraient arrêter de vendre du TJM. C'est quoi pourquoi est-ce que tu penses que c'est encore important? Est-ce que tu penses qu'il y a encore des cas où il y a besoin de TJM? Moi, le seul cas où je vois du TJM, c'est en fait quand tu t'adresses à un expert et qu'il a juste besoin de déléguer du temps et qu'il y a zéro expertise, tu vois. Et c'est typiquement le cas de quand tu es un freelance et que tu taffes pour une agence, entre guillemets, tu vois, en mode outsourcing. Et là, oui, bah, on fait du TGM parce qu'on est entre nous et qu'on se connaît et qu'on se comprend. Mais quand tu es face à un client final, un peu genre où tu peux marketer l'offre et tu as une offre un peu plus sympa, je trouve que vendre du TGM, c'est souvent un peu une hérésie. C'est quoi ta vision là-dessus, toi, tu trouves? Ouais, bah alors la réponse un peu classique, tu vois, c'est ça dépend, et ça dépend de pas mal enfin de plein de contextes. Effectivement, tu Mhm. vois, SEO notamment, c'est difficile de concevoir, enfin, c'est très facile d'identifier comment est-ce que tu vas sortir du TJM pour passer au livrable, Ouais. et c'est très facile d'identifier le temps, ou on va dire d'estimer le temps que va te prendre chacun des livrables à partir du moment où tu les as Mhm. fait 2, 3 fois. Tu as beaucoup de secteurs sur lesquels c'est très différent. C'est plus difficile d'aller construire des offres. C'est plus difficile, une fois que tu as construit l'offre, de savoir combien de temps chacun des livrables va te prendre. Et à ce moment-là, en fait, tu as un peu le pire des deux mondes en facturant du livrable. C'est que
tu t'engages à sortir le livrable, tu as donné un prix, mais ça va te prendre potentiellement beaucoup plus de temps, et donc tu es moins rentable. Donc en fait, autant juste mettre du temps, maximiser la valeur de ce TJM-là, et puis tu es super bien. Et l'autre point, c'est que le TJM, c'est effectivement intéressant d'en sortir, mais uniquement à partir du moment où ça devient une contrainte d'un point de vue chiffre d'affaires. Ouais. Donc, jusqu'à 800-900 euros par jour, tu peux relativement bien te vendre au TJM, peu importe les secteurs, modulo 15-20%, tu vois, on va dire, à la hausse ou à la baisse. Si tu fais 20 jours à 750, tu fais 15 000 par mois. Donc, tu vois, jusqu'à 150 000 par an, le TJM n'est pas un obstacle pour ta croissance. Ouais. Par contre, à partir de ce moment-là, ou à partir du moment où tu veux limiter ton temps de travail, là, c'est vrai qu'il faut que tu identifies comment est-ce que tu vas en sortir. Et sur certains secteurs, c'est encore plus élevé, tu vois. Tu as des mecs qui se vendent à 1200, 1300 jours. Bon, bah là, ton enjeu numéro 1, c'est pas forcément de trouver l'offre sur laquelle tu es la plus rentable, ou alors de ne jamais vendre au TGM. C'est peut-être juste de vendre 20% de missions qui vont être des audits ou des trucs comme ça, sur lesquels effectivement tu es super rentable à l'heure, et le reste, tu te staffes à 1200, 1300 par jour. Donc, en SEO, je suis 100% d'accord avec toi. Sur d'autres segments, bah, tu as tous ces facteurs-là qui peuvent faire que en fait, tu vas rester longtemps au TJM. Et le gros, du coup, en fait partie. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, t'as quoi comme exemple? J'allais te dire très sûrement Market. En fait, Respo Market, Respo Grosse, c'est le genre de truc où c'est assez dur d'avoir cette frame, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et surtout au début, bah, tu vas attirer des clients qui te disent, qui sont pas forcément ultra structurés d'un point de vue acquisition, et qui te disent en fait, moi j'ai besoin d'un mec qui me fait tout et qui va me trouver des clients. Ouais. Et donc là, tu peux faire tous les canaux, sauf que t'es jamais expert de chacun des canaux, tu vois, à part celui dont tu viens. Et du coup, tu as besoin de. Enfin, tu vas exécuter, mais ça va te prendre du temps, ou tu vas recruter des gens, mais tu sais pas combien ça coûte exactement. Et du coup, bah, il faut que tu mettes du pricing au jour. Ouais, ok, c'est intéressant. C'est une question que j'entends régulièrement un peu, c'est quoi le cap maximum d'un TJM SEO? Et d'après toi, alors quel est le cap maximum d'un TJM SEO? J'ai vu des TJM à 900 000 euros, mais je pense que c'est assez compliqué de dépasser les 1000 euros de TJM en SEO. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui le font, j'en ai entendu quelques-uns réussir à le faire, soit quand ils ont mais souvent ils ont en fait des clients historiques et des reviews et des trucs qui sont très très solides en fait, et des relations très solides, une expertise assez technique très très pointue. Tu penses que c'est quoi le TGM maximum en SEO alors qu'il a? Ouais. Bah, en fait, tu as toujours plein d'exceptions et tout, mais je pense que c'est. En théorie, si t'es pas à 500, 600 jours, c'est que tu fais pas bien ton travail, ou que ça fait pas longtemps que tu es là, ou que t'as pas un canal d'acquisition clair. Mais voilà, normalement, tu vois, la norme du marché, c'est ça, tu vois, pour un consultant standard. Ensuite, 700, 800, ça demande d'avoir des éléments de crédibilité importants, c'est-à-dire des très belles études de cas, ou alors des gros noms de boîtes que tu as accompagnés sur le sujet. Potentiellement un sous-sujet du SEO sur lequel tu es très bon. Genre, tu as fait plein de marketplaces, du coup, bah, tu vas être particulièrement pertinent pour ces boîtes-là. Et au-dessus de ça, il faut être top 1% dans son domaine, sa niche particulière pour un problème SEO spécifique, tu vois. Et souvent, bah, on va pas faire appel à toi pour des strates, ou alors faire de la strate globale, tu vois. Mais là, enfin, tu vois, les quelques personnes sont des personnes visibles, donc une strate de contenu, etc. Effectivement, là, tu peux aller chercher 900 000, peut-être même un peu plus. Mais là, ce que ça veut dire, c'est que tu es complètement sous-optimisé en étant au TJM. Parce que là, pour le coup, si tu structurais des offres, tu ferais bien plus que ça. Ouais, c'est l'heure que tu devrais vendre à 1000 euros à ce tarif-là, tu vois plus. Ouais, quasiment. Enfin, tu peux monter sur des rentes à 500 par heure en structurant tes offres et en ayant des accompagnements très clairs. Pas sur toutes les missions, pas sur tous les clients, etc. Mais oui, tu as certaines heures qui seront aussi rentables que ça. Ouais. Du coup, t'es passé progressivement de ce statut. Tu as eu plein de statuts différents. Hein, c'est l'expert du changement de statut. Avec un statut freelance premier du nom, avec un statut agence collectif 50-50. Puis t'es revenu sur un modèle freelance. Et là, maintenant, t'as lancé une formation qui s'appelle Hyper Freelance, si je ne m'abuse. Est-ce que t'as arrêté le freelancing complet, ou t'as gardé genre un ou deux clients sur le côté, mais tu t'as ralenti le freelancing, ou tu étais focus uniquement sur Hyper Freelance, ou alors t'es encore en train de faire du freelancing alors qu'il est? Alors, normalement, j'ai arrêté le freelancing, mais là, je suis en train de prendre une mission qui me fait kiffer. Mais bah, sur laquelle je sais que je vais être rentable et que c'est pas beaucoup de temps. Et c'est un client que j'avais eu avant. Je pense qu'il y a une belle étude de cas à faire, et c'est aussi
éléments qui vont être utiles, tu vois, pour les gens de mon programme. Donc, en fait, il y a Ouais. des synergies à ce niveau-là. Mais ouais, non, mon chiffre d'affaires, il y a moins de 10% qui est issu du freelancing. Du Et en vrai, freelancing, ouais. heureusement, tu vois, là, j'avais écrit ma newsletter un peu bilan de l'année dernière, donc sur l'année Ouais. 2024, et j'ai trop fait de freelancing, en fait. Et Ouais, ça t'a fait à un perdre moment, du focus, quoi. ouais, ça fait perdre beaucoup de focus, et au bout d'un moment, tu peux pas être le meilleur dans tous les domaines. Donc ça dure 1, 2 ans, tu vois, de pas optimiser chacun des domaines, mais après, il y a des gens qui arrivent, tu vois. Et il Ouais. faut être, si tu veux perdurer dans le temps, il faut être au top de ton domaine. Donc, moi, le focus, je le mets sur le développement de la boîte Hyper Freelance avec les différents accompagnements, formations qu'on a. Et Mhm. bah, tu vois, je peux pas faire du freelancing la moitié de mon temps, sinon ce sera sous-optimisé, quoi. Non, ouais, 100%. Bah, je suis très d'accord avec toi. Moi, c'est un truc que j'ai beaucoup découvert cette année aussi, dans le sens où j'étais employé avant ça. Mon boss, il me disait tous les jours, Léo, faut que tu t'apprennes à te focus parce que là, t'as mis l'idée à la seconde, c'est bien, mais t'as tendance à te disperser un peu dans des business models qui sont pas le nôtre, dans des industries qui sont pas la nôtre, etc. Concentre-toi sur ce qu'on fait et on sera plus efficace. Et à l'époque, ça m'énervait parce que voilà, j'en voyais pas l'intérêt. Et en fait, après un an à faire un peu 10 trucs en même temps, puis me concentrer sur un business model et tu sais, réussir à éclater un business model, tu te dis ah oui, là en fait, on a réussi à faire un truc intéressant, c'est cool parce qu'on s'est concentré et qu'on s'est focus sur un truc. Et justement, ça m'a fait sourire. Ouais, ce matin, j'ai écouté un morceau de contenu où tu disais que t'avais perdu pas mal d'argent sur le focus, enfin perdu d'argent, c'est perdu coup Oui, d'opportunité quoi. Assez intéressant sur le fait que on sentait que, enfin, j'ai l'impression que en fait dans ta démarche, il y a le côté où tu te dis toujours putain mais il y a de l'audience, on peut faire un truc, on peut monétiser cette audience, on a cette notoriété, j'apporte de la valeur, j'ai une valeur ajoutée là-dedans. Il y a enfin une opportunité de décorréler, on va dire, les revenus du temps, et c'est assez fun du coup. Est-ce que le fait de partir sur Hyper Freelance, c'est vraiment un souhait de déconnecter revenus et temps du coup? base, je pensais que ouais, pouvoir créer des formations et les vendre était une manière effectivement de décorréler tes revenus de ton temps, ou au moins d'avoir des revenus asynchrones. Maintenant que je l'ai fait, tu vois, pendant, bah là, ça fait plus d'1 an, je suis assez convaincu que c'est pas le cas, tu vois. Euh, En Que t'es vrai, retombé dans le même modèle, non, mais c'est juste pas les mêmes euh, clients. ouais, c'est ça. Alors après, mais en fait, le schéma simple, c'est les mois où je travaille moins et les mois où je travaille plus, le chiffre d'affaires final à la fin du mois, il est extrêmement corrélé. Ouais, Donc mon temps de travail est toujours l'élément, le ouais, prédicteur numéro un, tu vois, encore à ce stade du chiffre d'affaires que je vais réaliser. ouais. Et c'est un peu une hérésie de penser le contraire. On vient de dire, tu vois, notamment qu'en SEO, tu peux avoir des super rentabilités horaires sur Mhm. l'émission. Je suis certain que si je continue à être focus sur le SEO, je ferai, alors peut-être pas dans 1 an, mais là actuellement un chiffre d'affaires similaire, ou alors je travaillerai moins, mais j'aurai un chiffre d'affaires super élevé. Ouais. Donc je continue pas, tu vois, la formation parce que c'est plus rentable à l'heure pour moi. Je le fais parce que ça m'amuse davantage, parce Ça que te fait plus kiffer, ouais. ouais, j'ai l'opportunité de créer plus une boîte là-dessus, dans le sens mobiliser d'autres personnes que moi, ce que je n'ai pas envie de faire sur de la prestation de service pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être plus tard. Mais, Mhm. euh, mais donc c'est ça qui me pousse à continuer. Alors que, enfin, vraiment pour cristalliser le truc, tu vois, se dire, si je suis très bon dans mon domaine, que j'ai bien structuré mes offres, etc., bien sûr, ça prend du temps, bien sûr, ça demande de la réflexion et c'est pas facile et tout, et je peux atteindre 200, 300, voire même plus euros par heure travaillés, facturés à mes clients dans le marketing digital. Faire ce même niveau de rentabilité en commercialisant des formations, honnêtement, c'est pas gagné, hein. Enfin, Ouais, ouais, c'est ouais, ouais. tout aussi difficile, voire plus difficile que le reste, parce que tu as tellement de travail que tu ne considères pas en amont, et ensuite de maintenance, et ensuite d'accompagnement des personnes, et de renouvellement, et de comment est-ce que tu fais que ton produit bah, il reste intéressant dans 1 an, etc. Que Ouais. bah, en fait, oui, les marges sont élevées, mais si tu considères tout ce travail-là, c'est Ouais. pas si élevé en termes de rentabilité horaire. Alors après, il y a toujours le modèle pur infopreneur, tu vois, en mode, enfin, on va dire caricatural, je te vends l'opportunité du siècle pendant 1 an et je fais un gros coup. Et là, il y a des mecs qui Mhm. font beaucoup de cash, mais pareil, il y en a très peu des gars qui arrivent à faire ça. Ouais. Et bah, après, on n'a pas forcément envie de tomber
dans ce modèle-là. mode de fonctionnement. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, je suis bien d'accord. Je fréquente beaucoup d'infopreneurs, quelques infopreneurs, et pas mal me disent en fait, ça paraît simple et sexy de l'extérieur, mais en fait de l'intérieur c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Déjà, faut être beaucoup plus 360 que dans la plupart des métiers, et il y a genre tellement de compétences à avoir. Après, ça reste quand même un business avec des putains de marges, donc en fait c'est quand même plutôt cool à opérer. Mais ouais, beaucoup disent c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Il suffit pas de ça. faire voilà, de C'est faire un pas shoot aussi mail sur compliqué. 4 vidéos et c'est bon, ça suffit pas. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, pour avoir travaillé chez Exa, c'est pas aussi Mm. compliqué que de lancer un SaaS. Le Ouais. niveau de complexité est quand même bien inférieur. Mais malgré tout, c'est pas je claque des doigts, boum, j'ai mon produit fini et puis c'est parti. Et après, bah, il y a aussi des inconvénients qui découlent de cette facilité, on va dire. C'est que tu es très attaquable. Il faut avoir une audience qui te fait confiance. Donc, ça demande. Enfin, il faut pas trahir son audience, etc. C'est vraiment. Enfin, on a compris, tu vois. Il y a beaucoup de prérequis et c'est pas si évident à faire fonctionner. Ouais, c'est ça. C'est pas facile et si tu fais pas l'escroc, bah tu gagnes pas autant d'argent que ce que tu pourrais penser que c'est le cas. Ouais, mais même faire l'escroc, c'est pas facile, je pense. Ouais, ah non, mais même les escrocs, c'est des très bons escrocs, hein. Juste, voilà, Ouais. ils grattent un peu plus, mais en fait, ça reste en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que les gars qui rug une format, par exemple, ou qui rug un modèle et qui explose et qui repartent avec quelques millions, bah, en fait, c'est des putains, ils sont très forts, quoi. En fait, dans leur domaine, en business, en market, etc. Plus ils ont choisi la voie du mal, en plus de ça, quoi. Exactement. Mais c'est braquer une banque et pas se faire choper, c'est super dur. Ouais, je pense que c'est pareil sur la formation. Tu vois. Si tu veux braquer la banque, c'est vraiment pas facile. Faut être très très fort, quoi. Putain. Voilà. Ok. C'est assez marrant. T'as parlé d'un truc qui était intéressant. T'as parlé d'un horizon et le fait que tu voulais pas travailler avec des gens en prestat de service, que tu faisais grossir une boîte, que tu avais une équipe, etc. Et là-dessus, en écoutant quelques phases de ton contenu, j'ai l'impression qu'il y a un moment où t'es free, il y a un moment où t'as plus de leads que tu ne peux en servir. Donc tu te dis ok, on va faire un collectif, on va faire une agence, on va faire un modèle comme ça. Puis tu repars en free parce qu'en fait tu te rends compte que c'est beaucoup d'emmerdes pour pas forcément beaucoup d'argent en plus. Et là tu changes de modèle, mais t'es un peu en mode genre on va reconstruire un gros truc. Tu sais, j'ai un peu l'impression que t'as dans la phase dans la vie de Rémi, t'as une phase genre ok c'est cool, ça rentre, on va y arriver. Après en fait non, j'ai envie d'être tranquille. Et après en fait j'ai faim encore, tu vois, et j'ai envie de relancer un truc, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est le problème de beaucoup de personnes, je pense. Ouais. Et peut-être que enfin, je sais pas si c'est ton cas, mais en tout cas, beaucoup de personnes à qui je parle ont le même effet cyclique de développer son business. Et puis ensuite, une fois que tu as passé l'étape suivante, tu galères un petit peu à passer l'étape d'après. Donc tu es là, bon, est-ce que ça vaut le coup ou pas de galérer et je ralentis. Maintenant, dans tous les cas, ça me motive pas le point de vue financier au niveau travail depuis longtemps. Enfin, je le savais pas, tu vois, mais le truc que j'ai vite réalisé en freelance, c'est qu'au-dessus de 10 000 euros de CA ou de marge brute mensuelle, en fait, je m'en fous un peu. Mon niveau de vie n'a pas changé. Là, je faisais les comptes parce qu'on est en train de faire un plan d'investissement et tout avec un gars qui fait de la structuration fiscale et financière. Et en fait, mon budget mensuel à deux, c'est 4 000 euros. Donc, oui, c'est beaucoup par rapport à certaines personnes, mais on va dire que c'est pas non plus déconnant. Donc, j'ai pas besoin de gagner beaucoup pour vivre. Et donc, faut juste trouver la motive. Donc, effectivement, les moments. Enfin, maintenant, j'ai bien compris que c'était un pattern récurrent. Il y a des moments où tu es moins motivé. Il faut réussir à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui va changer, etc. J'ai pas envie de rester 100% tout seul aujourd'hui parce que ça me limite dans la possibilité de faire des trucs et aussi forcément dans la qualité à l'échelle que tu peux produire. Tu peux produire de la qualité sur des petits trucs tout seul, ça c'est 100% possible. Mais dès que tu veux passer à l'échelle, servir beaucoup de monde, augmenter les cas d'usage de ton produit, il faut mobiliser différentes ressources et c'est un peu là je commence à toucher du doigt. Tu vois, il y a 5 personnes qui travaillent sur Hyper Freelance au total, pas en full time, la majorité, enfin les 4 autres que moi sont en part time, mais ça donne beaucoup de levier sur ce que tu peux déployer comme action. Ouais. Mais la différence quand même avec le service, c'est que quand tu vends de la prestation de service, les personnes que tu recrutes, c'est pas un levier pour travailler sur ton business avant longtemps. C'est-à-dire avant les 2 millions ou 1,5 million annuels, toutes les personnes que tu vas recruter sont des personnes qui sont là pour délivrer le service que tu as vendu. Ouais. Alors que sur le modèle de la boîte Hyper Freelance, les personnes qui rejoignent, ils viennent pour développer l'entreprise. Donc,
Il y a quand même cette grosse distinction. Et l'autre aspect aussi, c'est que, entre-temps, il y a quand même pas mal de trucs qui sont arrivés niveau IA, process, le low-code qui continue à bien avancer. Et donc, je suis assez convaincu qu'on peut réussir à créer un modèle de boîte à 7-8 personnes qui permettrait d'opérer le même type d'entreprise de formation qui aujourd'hui fait 10-15 millions de CA annuels. Je pense mais avec 200-300 personnes en interne. C'est ça, je pense qu'on peut réussir à produire un truc comme ça à 7-8. Putain, bonne chance, Rémi. Et on verra ce que ça donne. Ouais, non, de ouf. Non, mais c'est cool. Un truc qui est cool, c'est que souvent, quand je t'écoute parler, j'ai l'impression que t'as des points de vue, tu vois, une vision sur certains trucs. Et genre, t'arrives bien à te projeter sur 2-3 ans et te dire en mode. Je sais pas, j'ai l'impression que t'arrives à bien matcher genre la réalité du moment vs ce que ça sera dans 3 ans et te dire ok, ça c'est une bonne direction, ça c'est une bonne chose. Potentiellement, il y a un point de rupture ici, ou potentiellement c'est pas du tout ce que j'ai envie de vivre, etc. Tu vois, et c'est assez fort. J'ai l'impression que t'es fort pour avoir des visions et de projeter la réalité, les actions du quotidien un peu vers ce que ça va donner dans le futur, quoi. Ouais, je me raccroche un peu à ça, tu vois, pour donner du sens à ce que je suis en train de faire, vu que bon, le point financier, comme on disait, c'est pas le truc qui drive le travail à court terme. C'est cool les produits qu'on fait, les résultats qu'on a avec les personnes qui rejoignent le programme, etc. Donc bien sûr que c'est intéressant, mais il faut aussi cet aspect vision où je suis dans 3-4 ans, c'est un truc vraiment que moi j'aime bien voir, même si en fait ça change assez régulièrement. Ouais. Donc ce qu'il faut, c'est pas faire des roadmaps précises à 4 ans. Les roadmaps précises, c'est bien. Là, pour l'instant, je fais à 1 mois, 3 mois. Ouais. J'ai une vision à peu près claire à 6 mois. Et par contre, à 3, 4, 5, 6 ans, il y a une direction que tu peux avoir en tête. Ouais. Ok, ouais, non, ça se tient. Je suis d'accord, les roadmaps précis, je trouve que c'est jamais une bonne chose parce que ça te laisse peu de place à la créativité et aux imprévus, qui sont les choses en daily. Sur le fait que la finance soit plus une motivation, je te crois sans te croire, dans le sens où, oui, je pense que la finance pour l'amélioration de ton mode de vie en day-to-day n'est pas du tout une motivation, et c'est le cas, enfin, tu vois, moi je suis dans le même cas que toi, je consomme 2000 euros par mois depuis que j'ai fini mes études et ça n'a pas évolué malgré l'évolution de mes revenus. Mais je regarde la courbe de revenus parce que j'ai l'impression que c'est le score, tu sais, qu'on vit dans un grand jeu vidéo, que la courbe des revenus c'est le score, et en fait c'est comme ça que tu vois que tu es devenu meilleur. Tu regardes, ok, on gagne plus d'argent, c'est cool, ça veut dire qu'on s'est amélioré, c'est bon signe, tu vois, c'est un peu le feedback loop. Et moi je le vois vraiment comme ça pour le coup. Ah, complètement. Mais même, je suis 100% aligné sur le fait que c'est un excellent proxy de est-ce que ta boîte apporte ou ton activité apporte de la valeur. Ouais. Et, bien sûr que c'est pas parfait, mais en tout cas, le niveau de précision, il est quand même assez élevé. Ouais, c'est sûrement la meilleure corrélation qu'on ait en fait entre est-ce que tu apportes de la valeur vs tu vois quelle métrique est-ce qu'on met en face, bah en fait CA globalement Voilà. c'est plutôt nice. Alors bien sûr que par contre il y a plein d'exceptions à cette règle, comme on a dit, il y a des business qui font énormément de chiffre d'affaires qui n'ont, enfin, mais après c'est du jugement moral ou quoi, Ouais, j'allais dire les. Oui, mais c'est bon, tout ça pour le coup c'est un mauvais exemple parce que Total c'est la boîte qui investit le plus dans les énergies En énergie verte aussi, renouvelables. ouais. Donc Ouais. après tu peux toujours tout dire. Moi, je pensais surtout au ce qu'on avait décrié, tu vois, le modèle infopreneurial où tu fais un braquage pendant 1 ou 2 ans. Là pour le coup, en fait, il y a quand même ces 3 niveaux, tu vois, l'output de la boîte d'un point de vue chiffre d'affaires et aussi l'impact de la boîte d'un point de vue résultat mesurable. Donc, toujours se dire, est-ce que ce que j'encaisse est inférieur à ce que j'ai généré derrière en termes de valeur. Ouais, je pense que enfin, tu sais, on était parti sur un modèle braquage. Si tu regardes sur des trucs plus long terme, forcément, des boîtes qui tiennent 10 ans, bah, c'est qu'elles ont dû être résistantes. Exactement. Si t'as pris une crise dans la gueule, en général, et que t'es passé à travers, c'est que t'avais une vraie valeur ajoutée à un moment ou à un autre. Donc, normalement, c'est plutôt viable. Toi, t'as fait beaucoup strat d'acquisition de contenu avec LinkedIn. Chose que j'ai découvert très récemment, il y a 2 mois à peine. Je suis tombé amoureux de LinkedIn, moi qui venais de Twitter, ça fait du bien. Franchement très cool. Même si évidemment, on est tous d'accord pour dire que LinkedIn est un peu trop, bullshit et bisounours. Mais c'est le jeu. Est-ce que Quand est-ce que tu as commencé à poster sur LinkedIn? J'ai l'impression que c'était quand tu étais chez Collectif. Du coup, c'est un truc qui date d'il y a très longtemps. En fait, tu as commencé il y a longtemps. Pourquoi à la base tu as posté sur LinkedIn? Est-ce que c'est pour de l'acquisition dès le début? Ou est-ce que c'était juste par amour du partage? Ou comment ça s'est passé? Non, c'était purement acquisition. Il y avait aussi un petit côté égo, je pense, à l'analyse, tu vois, Ah bah oui. avec le recul.
ça me saoulait de voir des personnes qui faisaient du contenu sur LinkedIn qui étaient vraiment nuls. Enfin, pareil, jugement de valeur et tout, mais honnêtement, en 2020-2021, c'était l'époque du contenu ultra caricatural et qui a donné lieu à tous les clichés qu'il y a sur LinkedIn encore aujourd'hui. Et ça me saoulait de ne pas. Enfin, je me disais, en fait, tu peux critiquer ce que les gens font, mais toi, tu es en train de rien faire de ton côté. Donc, ça vaut peut-être le coup de voir si tu arrives à faire des trucs qui sont intéressants et mieux. Et alors, j'ai pas du tout explosé en tant qu'influenceur LinkedIn ou quoi que ce soit, mais ça m'a fait une petite audience. Et effectivement, c'était d'un point de vue acquisition pour collective que j'ai commencé à faire ça. Et la chance que j'ai eue, c'est que le premier post que j'ai fait, il a explosé. Ça a été un gros levier d'acquisition. Je crois que ça faisait. À l'époque, c'était des scores, mais tu tapais des trucs. Maintenant, avec le recul, je me dis, mais tu me remets à l'époque. Ouais. Je fais un carnage. Ce serait un carnage et je me rendrais compte de la mine d'or sur laquelle tu es. Il y a des business entiers qui se sont créés sur LinkedIn et qui font plusieurs millions par an. Et j'en ai pas profité. mais aujourd'hui, c'est plus, on va dire que c'est plus concurrentiel. Ouais. Mais je dis concurrentiel dans le sens où il y avait tellement peu de contenu disponible qu'en fait, le moins de sujets d'intérêt faisait exploser. À ce moment-là, on disait déjà que c'était trop tard et que ça devenait plus difficile. Donc, faut pas non plus se dire que c'est toujours pas un bon moment. C'est de plus en plus difficile, ça le sera toujours. Et donc, premier, il fait genre 50, 60 000 vues. Il génère des centaines d'inscrits sur Collective du côté freelance. J'en fais un deuxième qui lui fait genre 5000 commentaires et likes et plus de 2 millions de vues. Et là, on reçoit genre 40 demandes de prospects sur le site de Collective. Les funnels étaient tellement pas optimisés, fallait aller sur le fallait trouver le site en 3 clics plus loin, etc. Et on avait fait masse de demandes, le questionnaire, de formules de demandes pour les prospects, on s'est rendu compte qu'en fait il y avait un drop de 70% à cause d'une question de merde sur Typeform que j'avais pas traité à ce moment-là. Donc vraiment, c'était sous-optimisé par rapport à ce qu'on aurait pu faire, et malgré tout, ça générait des résultats de ouf. Et donc c'est là que je me suis dit, ok, c'est vraiment important. Mais juste, en fait, j'ai pas été aussi régulier que possible parce que au bout d'un moment, cette stratégie-là, elle nous a amené à un plafond de volume de prospects qu'on arrivait à faire. Et je pense que j'avais pas les compétences marketing à l'époque pour vraiment réussir à l'exploiter au max. Donc ça s'est construit au fur et à mesure. Mais si j'avais charbonné le truc à mort, on aurait pu aller encore plus loin, je pense, d'un point de vue marketing avec Collective, juste sur LinkedIn. Ouais. Mais LinkedIn, tu vois, les gens ne le prennent pas forcément au sérieux en mode c'est un canal d'acquisition que je peux poncer sur plusieurs formats parce que tu as le post, tu as aussi la vidéo maintenant, tu as les events, les webinaires que tu peux vraiment diffuser à fond sur LinkedIn. Tu peux faire des vidéos qui sont plus ou moins longues. Tu peux avoir des stratégies assez agressives avec tous tes employés qui vont poster. Tu peux faire de l'influence marketing en B2B, en sponsorisant des personnes qui vont faire des influenceurs LinkedIn qui vont faire des posts dessus. Et tu as des boîtes aujourd'hui, genre Clé, ils ont tout dégommé grâce à l'influence LinkedIn. Et donc, ça reste encore un canal de ouf. Et pour reboucler sur la question, j'ai commencé à ce moment-là. J'ai pas été ultra régulier parce que assez vite on a essayé de basculer la majorité des communications plutôt sur le CEO, mais moi j'en faisais un petit peu. Et après au moment où je savais que je partais, là j'ai commencé à repartir, à republier, on va dire une fois par semaine. En mode, ouais. Et directement, tu as pris un angle. J'ai l'impression que tu as toujours eu un angle sur LinkedIn qui était assez large quand même, et qui était plus middle funnel que très technicien SEO ou très technicien grosse, etc. Est-ce que c'était un truc souhaité? Est-ce que tu t'es dit, j'ai des skills en copywriting, faut que j'aille générer le plus d'engagement possible? Est-ce que c'était une guerre d'ego avec le Rémi qui avait généré 2 millions de vues? Quelle réflexion tu avais sur le choix des sujets de contenu? Ouais, c'est marrant que tu dises ça. Je pense que le contenu a bien évolué depuis le moment où je faisais du contenu SEO sur LinkedIn. Là, ça fait, je pense, 1 an que j'ai pas fait de contenu SEO, voire même un poil plus. Donc c'était vraiment il y a 2 ans que je charbonnais sur le contenu SEO. Et à cette époque-là, moi, les retours qu'on me faisait étaient que je faisais des contenus techniques. Genre, j'étais vu comme le gars technique. Le gars technique, quoi. Ouais, mais pas technique au sens genre la technique SEO, mais plus dans le sens les concepts gros s'appliquer au SEO. Et donc,
Enfin, il y a pas mal de trucs qu'on voit aujourd'hui qui ont été repris, et je pense que ça a drivé ces sujets-là. Non pas qu'ils étaient inconnus, mais dont on parlait pas beaucoup sur LinkedIn à l'époque. Mais tu Mhm. vois, je sortais des trucs sur le calcul du ROI, des backlinks, Ouais, la mise en place de batteries de test pour optimiser tes CTR et le calcul de l'impact business. ouais, Qu'est-ce que je faisais d'autre? Les plans d'optimisation de conversion ouais. pour des boîtes qui génèrent du trafic mais qui n'ont pas de lead qui en ressort. Mhm. J'avais des roadmaps qui étaient assez détaillés et tout. Alors aujourd'hui, ça a vieilli un peu, tu vois, mais par rapport à l'époque, ça faisait, ça, effectivement, c'était un contenu qui était plus poussé que ce qu'on trouvait, parce que ce qu'on trouvait, c'était les 3 piliers du SEO. Ouais, ouais, ouais. Bah, je me souviens Et beaucoup du contenu LinkedIn. Enfin, je m'en souviens pas beaucoup justement parce qu'il y avait pas grand-chose en fait à l'époque. C'est très souvent là. Alors, nous depuis Twitter, on rageait énormément sur le fait que ça parlait que de contenu essentiellement. Tu vois, grosso modo, ça parlait très rarement de backlink, ça parlait très rarement de technique, et ça parlait un peu de contenu, un peu toujours à la même sauce, un peu tu vois, de manière super floue, etc. Et là, les concepts que tu me présentes, c'est cool parce qu'en fait, il y a vraiment un lien SEO et business, et c'est intéressant. Ce qui est cool, à mon avis, c'est que justement avec ce lien SEO et business, tu pouvais taper un peu plus de reach parce qu'en fait, tu avais un concept qui percutait dans les yeux des gars business, mais tu avais une empreinte SEO et du coup, c'est intéressant parce qu'en fait, tu transposes de l'expertise dans un truc qui ramène du reach et c'est des très très bonne ouais, idée c'est ça, ça. dit donc. En fait, vraiment le point clé que j'essaie de faire, c'était prendre un sujet, on va dire, qui normalement n'intéressait pas les gens en dehors de la sphère du SEO, mais de le Mhm. rendre sexy pour ces gens-là. Et donc je pensais le contenu en me disant comment est-ce que ce sujet-là, qui a priori a un poil, enfin aujourd'hui c'est plus très technique, je pense. Enfin, en tout cas par rapport aux gens qui vont écouter Ouais, ce à podcast, c'est l'époque, sûr que qui c'est était pas sur technique. LinkedIn. Ouais. Et moi je me disais comment est-ce qu'on peut essayer d'aller faire du reach sur ça. Et un Mhm. de mes posts qui a mieux marché en SEO, genre qui fait 70 ou 80 000 vues, c'est ça, c'est le plan d'optimisation. Enfin, comment est-ce que tu fais quand tu génères du trafic mais que t'as pas de De lead? conversion, quoi. Et genre, Ouais. étape par étape, les trucs, on reprend à zéro, on reprend la Search Console, on réanalyse toutes les requêtes, on voit là où est-ce qu'on est bien placé, est-ce que c'est les bonnes. Bon, bref, je te fais pas tout le détail, mais c'est ça l'idée. Et donc ça perfait bien et ça générait surtout beaucoup de prospects. Après, la partie ouais, effectivement, contenu purement technique et Mhm. backlink. Moi, j'avais une narrative qui était très orientée pour la plupart des gens. Ce n'est pas utile de regarder ça. Ouais. Et effectivement, il y a des trucs où c'est intéressant, mais ça va être des cas particuliers. Et le sujet que tu as, pour moi, en SEO, c'est que la majorité des... Alors, à l'époque, aujourd'hui, ça a un peu évolué, mais la majorité des freelance consultants avait plutôt l'approche Twitter, tu vois, en mode Ouais. faut faire des backlinks day one, faut Ouais. optimiser tes temps de chargement, alors qu'en fait on s'en bat les couilles, juste Ouais. faut que tu cibles les bonnes intentions de recherche avec le bon contenu en face. Ouais. Et le point clé c'était ok, bah à ce moment-là, comment est-ce que tu fais le bon contenu? Et donc là, pareil, ça pouvait être technique, non? En fait, tu as 10 types de contenus que tu fais. Enfin, si tu es un SaaS, Mhm. voilà les 10 types de contenus que tu vas faire, voilà les 5 types d'intentions de recherche, voilà les templates pour déployer ça. Donc Ouais. c'était, on va dire, spécifique plus que technique. Est-ce que c'était l'époque du contenu commande template pour que je t'envoie le template en DM? Ouais, mais ça, c'est toujours le cas. Ouais. Mais ouais, le problème que tu as quand ça marche, ça, c'est que tu es obligé d'automatiser pour les envoyer, donc tu te fais bannir, du coup, tu peux Ouais. plus automatiser. Mais en fait, tu as déjà généré assez de traction sur ton compte pour que tu puisses sortir de ce format-là. Mais ça reste, même si c'est plus difficile comme toujours aujourd'hui, le bon Mhm. format pour attirer une audience vers toi. Et Ouais. après, il faut réussir à sortir et apporter de la valeur via d'autres formats. Ok. Mais c'est Ok. hyper Ok. important parce que sinon, en gros, tu pars juste de ton audience qui te suit, Mhm. ils voient ton contenu, s'ils interagissent pas avec, bah, ton contenu reste dans ton audience numéro un. Donc le lead Ouais. magnet, la stratégie de magnet, c'est la meilleure manière de sortir de ton audience initiale et de Ouais. t'exposer au plus grand nombre vite. Et les gens qui ont vu ton lead magnet, qui l'ont trouvé bien, après ils vont pouvoir aller interagir avec tes contenus. Donc tu sais, tu grossis comme ça petit à petit. Mais assez vite, ce qu'on avait eu avec Collective aussi, c'est que tu arrives à un plafond. C'est-à-dire, il n'y a plus de gens qui te découvrent grâce à ces lead magnets-là.
Ouais. Parce que ça fait 10 fois que tu le fais. Ouais, ça te permet pas d'aller chercher plus, quoi. Et du coup, tu as parlé de plein de strats LinkedIn potentiellement exploitables. Et ça, je suis très fan parce que t'as vraiment, t'es sorti de la vision de on fait des posts textuels, tu vois. C'est genre, et encore, les gens qui font des posts textuels vont dire non, mais il y a de la photo, on peut faire du carrousel, tout le monde voit très bien quand tout le monde fait des carousels, donc c'est bon, ça déroule du carrousel. Mais le fait de prendre une stratégie contenu court, en fait, typique TikTok et Instagram et de l'uploader sur LinkedIn, ça marche très bien, je pense. Et t'as même pas forcément besoin de reframe le contenu pour LinkedIn. Et t'as parlé d'autres strates, même simplement en influence marketing, de genre aller taper les influenceurs, nos meilleurs influenceurs LinkedIn, pour qu'ils aillent pousser du contenu, etc. Et je pense que c'est un canal qui était. Tu penses que c'est à quel moment que le canal LinkedIn devient vraiment un canal d'acquisition intéressant, parce qu'en gros, j'ai l'impression que c'est quand même 2017, 2018, 2019, quoi. C'est quand même pas super vieux que LinkedIn est devenu une plateforme super grosse comme ça, avec un gros potentiel d'acquisition, quoi. Ouais. À mon avis, j'étais Peut-être plus tôt, pas je sais pas. derrière le. Ouais, enfin, j'avais pas d'insight particulier à ce moment-là, mais je pense que les mecs à l'ancienne qu'on voyait là en 2017, 2018, 2019 faisaient un cash monstre par rapport à la structure de leur business. Et je me souviens, il y avait 3-4 mecs qui faisaient des trucs un peu clichés. Je suis sûr qu'ils généraient un max de leads, vu les Ouais. infos que j'ai eues après en commençant à poster et en discutant avec les gens à ce moment-là. Donc c'est sûr que ça marchait super bien. Mais après, tu as eu les gros, pour moi, business en France qui montrent l'émergence de LinkedIn. Ça a été Germinal, où ils ont assez vite atteint un rythme autour de 2 millions, si je me souviens bien, par an, en tant qu'agence grosse. Donc ça, c'est des belles tractions. Théo Lyon avec Kuda, qui l'a aussi vite explosé. Et je pense que LinkedIn, c'est un gros driver, même encore aujourd'hui, de sa notoriété historique, même s'il a fait plein de choses après, bien entendu. Et il y en a d'autres des business qui ont bien marché, mais pour moi, c'était eux deux les plus visibles, et c'est 2020-2021. Ouais. Donc c'est là, à ce moment-là, où les gens commencent à se dire, ah oui, putain, en fait, Il y publiquement, a on une connaît des mecs opportunité qui de fou partagent furieux, leurs quoi. chiffres, et ça génère vraiment du business. Et t'avais, qui était super visible aussi à ce moment-là? Caroline Mignot, qui a un business, enfin, qui a structuré son solo business grâce à ça. Et t'en as plein d'autres qui sont arrivés. Mais ce qu'on oublie un peu, tu vois, c'est qu'on a tendance à regarder les solopreneurs aussi, mais t'as beaucoup de boîtes qui font des beaux chiffres, et LinkedIn est un gros canal pour elles. Et aux US, c'est encore plus marquant. Genre, ah, mais Ok. je suis con, j'ai oublié Lemlist, tu vois. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que Lemlist, alors, Lemlist, c'est cross-canal, mais LinkedIn, c'était un gros contributeur de notoriété du CEO et ensuite du produit. Ouais. Et c'est ouf. Ça fait double sens parce qu'en plus le produit était axé LinkedIn et donc très fort, quoi. Ouais. Bah, ils ont même monté un business qu'ils ont revendu, qui était les pods LinkedIn, quoi. Donc les tools que tu utilisais pour générer des likes, des faux likes, on va dire, Ouais. parce que tu inscrit sur un truc où les gens s'auto-like les posts mutuellement, et ça faisait gonfler le reach de manière artificielle. Bah, en 6 mois, ils ont créé un tool pour ça, ils l'ont revendu, et enfin, c'était un peu le Far West à l'époque. Ouais, ouais. C'est dire, quoi. T'as en plus des tools comme ça, je pense que c'était un peu avant que LinkedIn devienne super sévère sur tout ce qui était automatisation et scrapping. Ah, mais moi, je me suis Et fait bannir à ce moment-là. toi, En ton 2000, compte a déjà sauté. Ouais, ce que j'allais dire, t'as déjà sauté un et compte, t'as sauté 2 comptes, t'as sauté combien de comptes, Rémi? un Tu les compte, récupères après? Comment ça se passe? bah, en gros, le deuxième post en question que je te disais là, qui avait vraiment explosé, c'était un Ouais. lead magnet. Donc j'avais 5000 personnes à qui je devais l'envoyer. Et T'as pas pensé à faire du no-ship à ce moment-là? bah, complètement con. Je me suis dit, attends, c'est l'image de la boîte, faut vraiment que je délivre et tout machin. Et donc, j'essaye d'automatiser, et j'ai fait 3 outils différents. Les 3 outils me mettaient, vous inquiétez pas, on fait gaffe aux barrières, on a des trucs anti-détection et tout machin. Je me suis fait bannir mon compte 1 jour, 2 jours, et après, le 3e fois, c'est définitif. Ah ouais. Et la 3e fois en question, j'avais plus rien qui tournait, mais j'avais encore une extension. Et je pense que l'extension devait. Enfin, ils ont peut-être sorti un script, tu vois, qui permettait de détecter les utilisateurs de l'extension, je sais pas quoi. Je me suis fait sauter à cause de ça. Et, et en fait, je rigole parce que cette extension en question, c'était un pod. Donc, on avait créé chez eFounders le pod intra eFounders. Donc, on avait genre une quinzaine de likes, on va dire, qui pouvaient sortir grâce au pod sur ça. Mais en fait, à la base, ce pod-là, il était connu pour
faire plutôt des groupes de 400, 500 personnes. Et en Mhm. fait, à un moment, il y a eu une vague de bannissement de gens qui disaient mais je comprends pas, j'ai été banni de LinkedIn alors que je fais rien et tout. Et c'était que des gros comptes. Et donc en fait, ils se sont tous fait bannir pour, à mon avis, la même raison. Tu vois, c'est qu'ils avaient l'extension du pod qui tournait en back et c'est juste, en gros, historiquement, enfin, ça a contribué à leur succès, quoi. Ouais. Et donc ouais, tu te faisais sauter de ton compte. Une ou deux fois, il n'y a pas de souci. À l'époque, c'était comme ça. Et par contre, trois fois, fallait réussir à rentrer en contact avec quelqu'un de haut placé chez LinkedIn qui te fait passer par un scope particulier. Et enfin, par une team particulière. Et donc, via le réseau d'Exa, j'avais réussi à avoir quelqu'un qui m'a filé un coup de pouce, quoi. T'as pu récupérer, Ça malgré a le pris fait du que temps. c'est un sacré spammer, t'as fini par récupérer ton identité, c'est beau quand même. Ouais, c'est ça, mais ça a pris 2 mois. J'étais parti Enfin, Ah ouais. moi, à ce moment-là, j'avais acquis que LinkedIn, c'était fini pour moi. Ouais. Et en plus, tu peux même genre plus créer de compte, non? C'est genre il bloque ton Ah identité ouais, non, complet, non. non? Ah ouais, t'es Ouais. bloqué complet. Bloqué Putain, ok. complet. Ouais, parce que j'ai revu le compte de Guillaume Moubet justement il y a pas longtemps et je me suis dit putain il est encore là lui. Il se Alors fait sauter tous les que 3 mois. ouais il se fait bloquer tout le temps et je Mm. me dis parce que je voyais le nombre de connexions ou d'abonnés je me suis dit non, non pas Guillaume Moubet lui c'est 10 fois plus normalement donc et ça m'étonnait du coup parce qu'en fait il se fait bloquer régulièrement donc il se fait débloquer il doit connaître beaucoup de monde là-bas à mon avis qui fait qu'il peut repasser à chaque fois mais ouais pas simple et je me souviens d'un gars qui s'appelait Thibaut aussi qui avait vendu Taplio justement à Guillaume Moubèche Mm. et qui s'était fait bloquer et qui pouvait plus avoir son compte ni rien. Il était en mode bah je suis désolé je suis banni de LinkedIn les gars et c'est bon j'ai arrêté ce business donc j'essaierai même pas d'y retourner dû à son involvement chez Taplio comme il disait. Ouais, la plupart des mecs qui créent des boîtes se font des tools qui reposent sur LinkedIn se font bloquer. T'avais aussi Ouais. le mec de Wallaxy qui Ouais. se fait enfin, ouais, régulièrement il se faisait bloquer. Ouais, Je ils y sais pas passent si c'est tous toujours le quoi. cas. Ouais, Ouais, c'est. Bah, en fait, pour connaître la limite, faut la dépasser une fois de temps en temps quand même. Donc, ça fait ouais. partie Ouais. du jeu, quoi. Mais c'est ouf, enfin, LinkedIn en gros c'est tellement une base mais ça répond aussi à la question, tu vois, à quel moment c'est devenu une source d'acquisition importante, c'est que c'est tellement une source de business que les mecs ils veulent pas en laisser une miette, alors que sur Ouais. Twitter X, l'API elle est ouverte, tu fais des bots comme tu veux, il y a pas de Ouais. souci et tout machin. Et sur LinkedIn, ils sont ultra regardants parce qu'ils savent que en fait chaque outil est une perte potentielle de revenus de leur côté sur Sales Navigator, etc. Ouais. Et je pense aussi qu'ils ont vraiment un truc où ils font gaffe à ce que ça déborde pas pour que ça reste utilisable et que justement ils gardent un peu ce monopole, tu vois, dans le sens où c'est vrai qu'en fait une copie de LinkedIn c'est quand même pas facile à faire, mais c'est pas non plus super complexe et que en fait ils ont pas envie que ça devienne inutilisable, tu vois, et que ça devienne à des Mm. abus commerciaux et qu'en fait tu sois obligé de passer par un autre truc, quoi. Mm. Ouais, complètement. Ouais. Tu dirais un petit playbook stratégie de contenu LinkedIn pour nos SEO qui nous écoutent, qui sont freelance et qui arrivent pas à générer des clients. Tu donnerais quoi comme petit playbook là-dessus comment générer ses premiers clients SEO avec LinkedIn? Ouais, ok. Bon, alors je fais un Question qu'on t'a posée placement. 1000 fois, je suppose. Ouais, Ouais, au ouais. passage, vas-y, place-toi Mais avec Hyper je fais Freelance. C'est un le moment. placement Allez, de on se régale. produit. Mais du coup, c'est exactement ce qu'on a structuré, affiné, optimisé dans le programme avec les freelances que j'accompagne et que je coach, tu vois, pour développer leur business. LinkedIn, c'est un des, pour moi, 4 grands canaux d'acquisition que tu peux avoir en freelance. Donc, prospection, que ton réseau proche ou autre, pour moi, je le mets dans la case prospection. Mhm. Plateforme, Malte, Collective, toutes les plateformes que tu peux avoir. Contenu, donc le contenu en freelance, c'est principalement en LinkedIn. Et après, bouche à oreille. Et le bouche à oreille, tu le fais sur tes prestations. Donc Mhm. le contenu, c'est vraiment ultra important parce que ça te permet d'attirer à toi les prospects les plus qualifiés, les plus susceptibles de bosser avec toi, ceux qui vont le moins benchmarker, qui te font déjà confiance. Donc ils sont quasiment prêts à signer. Si tu fais pas de la merde en théorie, c'est bon. Mhm. Et c'est pour ça que pour moi, c'est la meilleure stratégie. Si jamais il fallait en choisir qu'une, c'est pas toujours le cas. Donc le premier point du playbook, c'est si vous partez vraiment de zéro, tu es en mode de reconversion, je viens de commencer le SEO, j'en ai jamais fait avant, je te dirais de créer du contenu, mais pas forcément dans la logique de te dire ça va te rapporter des prospects pour l'instant. C'est plus pour prendre le pli, apprendre les codes, et Mhm. au fur et à mesure, ça va finir par se décanter. Une fois qu'on a dit ça, c'est la bonne introduction. Ouais, donc les 3 grands piliers de la strat, ça va être d'être très clair sur tes objectifs au moment où tu vas publier du contenu, c'est de générer des prospects.
Donc, on s'en fout d'acheter des templates lifestyle ou de posts qui vont faire du reach, etc. Parce que c'est pas ça qui va te générer des prospects. Il faut avoir une strat dont l'objectif est in fine de faire des conversations sur ton métier. Le deuxième pilier, ça va être le temps que tu peux y dédier et y allouer. Faut pas partir du principe que tu vas réussir à atteindre ton objectif si tu n'y mets pas un effort important, parce que, comme on disait, il y a de la concurrence, il y a des gens qui sont bons, qui sont de plus en plus implantés, et c'est toujours une compétition. Donc pour moi, si tu n'as pas 5 heures par semaine, en moyenne, ça peut être un peu moins certaines semaines, un peu plus d'autres, mais que tu te dédies 100% à LinkedIn, ça va être dur d'avoir des résultats significatifs rapidement. Sauf si tu as un profil de ouf et que tu as déjà fait plein de missions, etc. Mais en SEO, j'en ai des profils comme ça et il faut quand même faire des efforts. Et le troisième point, du coup, c'est quels sont les contenus que tu vas articuler. Moi, ce que je conseille, c'est quand tu construis ta strat, d'avoir une balance qui est parfaite, ou optimisée en tout cas, à la fois sur les angles que tu prends et sur les formats que tu déploies. Il y a 4 angles que j'ai structurés, et un 5e bonus, tu as le storytelling dont l'objectif est de créer de la crédibilité pour pas tomber dans le truc, en fait on fait des posts qui vont faire du reach mais qui m'apportent rien. Tu as l'angle ressources, tu as l'angle éducation et tu as l'angle documentation. Donc la partie ressources, c'est je te partage du contenu qui va être utile à mes pairs dans l'exécution de leur business au quotidien. Mes templates, mes stratégies, et typiquement les lead magnets rentrent dans cette catégorie. La partie éducation, c'est je t'explique comment tu dois faire un truc lié à mon cœur d'expertise. Et la partie documentation, c'est je documente ce que je suis en train de mettre en place, à la fois sur mon business de freelance et à la fois pour mes clients en cours. Et les études de cas rentrent là-dedans, par exemple. Donc ça, c'est pour tous les angles. Le 5e angle, c'est la vente. Donc c'est des posts qui sont là pour générer du prospect directement. Mais ça, tu peux pas le faire avant longtemps, sinon ça sert à rien. Comment est-ce que tu fais un post de vente, histoire de te demander, parce que moi, je l'ai fait, je l'ai fait genre 4-5 fois. Je l'ai fait quand j'ai sorti mon appel de consulting SEO qui durait 1 heure et c'est un better call quoi. En gros, ça coûtait 250 puis 300 €. Donc ça, c'était la seule manière de le distribuer. Je l'ai fait quand j'ai sorti une offre de ghostwriting. À un moment, ça a généré quelques prospects. Je l'ai fait quand tu le fais quand tu peux avoir un effet d'annonce. Genre, quand tu as une espèce d'une offre, tu sais qu'elle est là, tu vas la vendre, c'est comme ça, c'est une nouvelle offre, etc. C'est ça. Mais il faut surtout pas le faire quand t'as pas validé ton offre avant, parce que tu sais que ça va pas marcher, ça va pas générer de prospects. Donc valider l'offre, c'est avoir déjà eu des clients dessus, avoir eu des exemples de succès que tu peux mettre en avant. C'est comme une landing page en gros, quoi. Et si ta landing page elle va pas convertir, ça sert à rien de mettre de l'ads dessus. C'est un peu pareil avec un post de vente. Donc tu as ces 4 angles là. Le storytelling crédibilité, je reviens dessus parce que des fois c'est pas super clair. En fait, quand je partage des histoires de ma vie perso, je le fais toujours uniquement si ça a un intérêt pour me créer de la crédibilité sur mon domaine d'expertise. Donc si j'explique un post que j'avais fait, c'était genre je me suis pris le mur de l'entrepreneuriat il y a 4 ans. Et en fait, ça avait une vocation de montrer, ça mettait en avant des éléments de crédibilité parce que donc c'était avant mon job chez eFounder, j'en ai pas parlé, mais en gros j'avais fait 4 mois où j'avais été CEO salarié d'une startup, ce qui était un peu une connerie. Et du coup, c'était un post qui racontait ça. Mais ça met en avant des éléments de crédibilité parce que j'ai été recruté sur un truc à responsabilité, c'est stylé. J'avais eu des résultats qui étaient intéressants à mettre en avant et j'avais des leçons qui étaient cool et que je mettais en application maintenant sur mon business de freelance. Donc oui, c'est du storytelling, mais je suis pas en train d'expliquer que j'ai fait un burn-out et que j'ai mis 5 ans à m'en remettre et que maintenant je suis au même cap psychologique. Enfin, je suis dans le même état psychologique aujourd'hui et que j'ai pas eu d'apprentissage du truc que je mets en avant. Donc ça, c'est vraiment clé. Un exemple que j'ai eu genre dans le programme, une personne que je coach, c'est Clémence Béliard. Elle est freelance email marketing. Et elle faisait tous les vendredis un post genre où elle parle du vélo, parce qu'elle fait du vélo, du cyclisme d'endurance. Et à un moment, je lui dis, mais en fait, essaie de véhiculer des valeurs et des éléments de discipline, de rigueur qui font que ça te rend sexy comme profil, parce que c'est stylé de faire ça, mais il faut le lier à ton activité de freelance.
Donc pas le lien bête et méchant en mode ça m'a appris la rigueur et maintenant je l'applique, mais des éléments de langage que tu vas avoir dans ton post. Et elle m'avait dit, c'est con, j'y ai jamais pensé. Et en fait, moi, c'est le premier truc auquel je pense. Donc, j'essaie de pas raconter ma vie si ça n'a pas d'intérêt par rapport à mon business, qui est assez froid comme approche, mais à la fois, mon but, c'est de faire du business. C'était ton but dès le day one, hein. On va pas se mentir, quoi. Tu vois, c'est réel. Hein. C'est ça. Donc voilà pour la partie storytelling. Après, ressources. Ah oui, et le truc que je voulais ajouter, donc un écueil très fréquent, c'est que la plupart des gens, ils vont faire uniquement l'angle éducation à 100% du temps, 10 posts, ils vont faire 3 likes à chaque fois, et ils vont se dire, ah vas-y, c'est de la merde, LinkedIn, ça marche pas. Mais en fait, si t'es personne, dans le sens, t'as pas d'études de cas significatives, t'as pas des gros noms, ça fait pas longtemps que t'es freelance dans ton domaine, et t'es en train de dire, alors voilà comment vous devez faire ça, personne va t'écouter. Il faut d'abord plutôt accentuer les 3 autres angles, parce que c'est ça qui va faire que tu as quelques personnes qui ensuite vont lire ce que tu fais à chaque fois et vont interagir avec ce que tu fais et du coup vont le montrer à leur réseau et l'effet boule de neige va prendre. D'où l'intérêt d'avoir des posts de type lead magnet, surtout au début, parce que c'est la meilleure manière d'attirer une audience à qui tu peux exposer. De faire du reach facile quoi au début, ouais. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est un peu le résumé en quelques minutes de comment ça marche. Et pour reboucler encore une fois sur le placement produit, c'est la 3e. Nous, tu vois, on a la méthode développée, c'est jusque genre les angles, les templates, les exemples de personnes au sein du programme qui ont utilisé ces templates et pour lesquels ça a marché, et le calendrier de ce que tu peux faire. Donc c'est un calendrier générique, mais en gros qui reprend tous les posts un par un, genre sur tes 2 premiers mois. Et cette méthode, c'est ça, en gros, c'est ce mix d'angles qui te permet en 2 mois, 90% des freelances qui sont dans le programme et qui s'y tiennent font des prospects sur cet horizon de temps dans leur domaine. Ok. Et un truc dont j'ai pas parlé, c'est le volume. Dernière brique quand même. C'était pas 2-3 posts par semaine minimum, ça correspond au nombre d'heures que tu passes, hein. Mais c'est dur d'avoir des résultats assez vite. Parce qu'il y a beaucoup de contenu, donc pour qu'on pense à toi, il va falloir qu'on te voit. Il faut que ça brasse, hein. Faut en faire. En termes de volume, tu dis 3 minimum, c'est marrant parce que moi, quand j'ai attaqué LinkedIn et que je me suis dit, oh, j'ai du temps là, mon gars, je vais bombarder, je faisais 3 par jour. Et ça a apporté ses fruits. Franchement, c'est efficace, hein. Quand tu veux faire du volume, c'est efficace. Moi, je suis quelqu'un très de la quantité, très peu de la qualité. Je peine beaucoup plus à augmenter mon niveau de qualité qu'à augmenter mon niveau de quantité. Donc, en général, j'en profite. Et ça, c'est vraiment top comme approche. Le seul truc, c'est que toi, tu es à l'aise avec le fait, tu vas te dire, si j'ai un post qui bide, j'en ai rien à foutre, ou un truc comme ça. Tu as beaucoup de gens pour lesquels c'est pas le cas. Genre, ils veulent pas sortir des trucs pas ouf. Et moi, je suis un peu dans ce truc-là aussi. Enfin, en tout cas, je le comprends bien. Et du coup, je leur recommande pas, de se dire, vas-y, je vais faire. Parce que, genre, psychologiquement, ils vont avoir. Après, on va leur faire des remarques et ils vont avoir le seum. Donc. Mais je sais que ça marche très bien. Et dans ton cas, du coup, ce que tu peux faire, tu vois, c'est varier. Genre avoir 1 ou 2 jours dans la semaine sur lesquels tu vas faire genre 4, 5, 6 posts. Donc on te voit tout le temps en haut. Enfin, les gens qui suivent ton contenu vont te voir tout le temps cette journée-là. Et le reste, être un peu plus chill. Genre 1 ou 2 par jour. Et comme ça fait varier. Et t'as dit des trucs plus intéressants. Enfin, on va dire plus intéressant ou plus gros à d'autres moments de la semaine, et puis là boum, tu bombardes en mode insight, où tu documentes un truc que tu es en train de faire aujourd'hui. Plus en mode day to day, et tu fais toute ta série de posts et tout. C'est intéressant. Et c'est vrai qu'il y a quand même un truc sur la qualité et la quantité, hein. Je pense que c'est le cas dans toute la production de contenu. Globalement, je pense qu'au début il faut miser énormément sur la quantité, puis à long terme en fait la qualité finit par battre la quantité. Et en fait quand tu fais un post qui explose, la quantité de visibilité que tu prends est très forte, et c'est là où tu décorrèles vraiment, j'ai l'impression, les retombées des efforts que tu as mis dedans. Mais je pense qu'au début, de toute façon, tu sais pas faire de la qualité, donc il faut commencer par faire de la quantité. C'est la seule solution qu'il y a, quoi. Ouais, moi, c'est exactement ça. C'est exactement ça. À un moment, j'avais été interviewé genre sur un podcast US et il y avait un short qui était genre la question c'était est-ce qu'il faut faire de la qualité ou de la quantité. Et après, tous les mecs en commentaire m'étaient tombés dessus, genre parce qu'aux US, ils sont en mode c'est la quantité qui fait la qualité, etc. Et sans quantité, t'as rien, et c'est vraiment des bourrins. Et en fait, l'insight qui, selon moi, est le bon, c'est Ali Abdaal qui partageait ça, donc c'est un gros youtubeur anglais, et qui disait en fait, tu fais de la quantité uniquement pour apprendre à faire de la qualité. Et une fois que tu sais faire de la qualité, là, tu fais de la qualité, tu fais plus de la quantité à ce moment-là. Et ça, je pense que c'est très pertinent et ça correspond exactement à ce que tu disais.
Ouais, 100%. l'approche bourrine qui est il faut faire que de la qualité, enfin c'est la quantité qui fait la qualité, ça c'est pas vrai, hein. Si t'as Ouais. pas l'objectif de devenir plus quali à un moment, ou si tu veux rester dans une démarche de quantité, ça marche pas. Ouais, exactement. En fait, en général, tu sais, t'es quand même critique par rapport à ton propre travail et tu vois très bien ce qui perf ou pas. Et du coup, tu fais de la quantité. Mais en fait, automatiquement, enfin, moi, en tout cas, mon cerveau est câblé comme ça. Automatiquement, il dit, ah, attends, ça, la dernière fois, quand on a fait exactement ça, ça marchait mieux. Donc, on va faire plus que ça. Et en fait, petit à petit, tes posts prennent un nouveau format. Ça te dit, ça change un peu, etc., etc. Donc, c'est plutôt Mm. cool. J'aime bien ce truc-là, ouais. Mm. Et sur LinkedIn, spécifiquement là-dessus, bah, si tu veux avoir un peu des garanties de parfait, tu fais des lead magnets. Enfin, Ouais. t'ajoutes ça, tu vois, si t'en fais pas, c'est que Ouais, j'en fais t'as une pas, mais grosse parce qu'il faut faire opportunité. l'effort de créer un lead, quoi. En fait, le truc, c'est que Oui, mais t'as sûrement des processisé, trucs que tu utilises dans j'ai ton travail. processisé la méthode pour poster qui fait que je poste rapidement et efficacement. Et donc j'ai un peu la flemme de faire des lead magnets alors qu'il est. Je Ouais, manque je du temps comprends. parce que je dois délivrer les clients. Mais à terme, quand je ferai des trucs mieux, je pense quand je Mais réexplorerai un le lead magnet, marketing. ça peut être une étude de cas client, par exemple. Genre en mode Ouais, je sais, mais vidéo de 20 minutes sur une bête ouais. d'étude de cas, ça peut être Ah bien. ouais, ok, c'est pas mal. Est-ce que tu demandes à tous tes clients si tu pourras faire une étude de cas sur eux? Comment tu fais pour demander à un client, genre j'aime bien le travail que j'ai fait pour toi, comment est-ce que je le fais pour le présenter, le vendre un peu et l'utiliser en argument market? En général, je fais un post LinkedIn et à la fin d'un call, je lui glisse. D'ailleurs, j'ai écrit un post. C'est important parce que c'est ce qui me permet de trouver des clients. D'ailleurs, bah, toi, tu m'avais contacté pour ça. Et est-ce que je peux te l'envoyer? Tu me dis si tu veux que je change les éléments dessus. Il dit oui et je lui envoie et puis c'est bon. Ok. Et ça déroule après, il est genre, tu considères, ouais, et puis ça fait étude de, ah ouais, du coup tu mets ta vidéo dans le post directement pour qu'il la voit, genre potentiellement si tu fais vidéo en étude de cas, quoi. Ouais, après des vidéos, j'en avais pas fait publiquement. Ça, j'ai Ok. plutôt gardé pour mes process de vente. Et, euh, et ouais, sinon c'est ça. Au début, alors j'étais un peu plus bourrin, mais je les anonymisais et je partageais direct. Et après, je me Ouais. suis dit, il y a de plus en plus de monde qui partage. Ouais, il y a Donc un- il faut citer, enfin, le fait de pouvoir citer un client, c'est vraiment banger. Ouais. Enfin, de combiner un gros résultat plus tu cites tout client. Et donc c'est ça que j'avais fait. Ouais, il y a pas longtemps, j'ai fait ça aussi, ça m'a fait sourire. J'ai fait screen de la Search Console, tu sais, qui est en train d'exploser avec les graphiques qui sont tous dans le vert et je renommais le nom de domaine, genre mon client SaaS ou un truc comme ça, tu sais, genre juste Hmm. monclientsas.com et j'étais en mode bon, bah, ce sera le plus facile pour partager. Et après, il y a aussi même un côté où je sais qu'il y a des clients qui aiment vraiment pas qu'on parle d'eux. Et il y a des fois où, en fait, même si t'anonymises, le client, il sait que c'est lui. Et du coup, il est un peu, tu sais, il t'en veut un peu. Il est un peu en mode, ouais, j'ai l'impression que tu parles de mon business, nanana. Et autant moi, je suis très peu sensible au fait qu'on parle de moi en public, autant je sais qu'il y en a qui le sont plus. Ouais. Et du coup, il y a Ouais, des c'est fois pour où ça je que fais ça. assez vite, je me suis dit, je demande quand même l'autorisation, même si c'est Ouais. anonymisé. Mais au début, ouais, je m'étais pris deux, trois remarques parce que je sortais les trucs comme ça. Mais là, sinon, on a eu, pour meubler pendant que tu fais ton réglage, on a eu un truc récent. C'est plutôt sur enfin, moi, je vais pas citer le secteur parce que sinon, si jamais, ça pourrait être rapproché, mais un membre du programme que j'accompagne là, qui lui a un client qui en fait avant était OK pour partager des études de cas, puis maintenant n'est plus OK, etc. Et en fait, il y a un vrai sujet de comment tu gères ta communication avec tes clients pour pas justement que eux, ça devienne un truc énorme et ils aient peur ou ils se sentent mal à l'aise du fait que tu partages beaucoup d'éléments d'information sur eux. Donc, faut essayer enfin, faut bien le faire. Faut avoir saisir l'opportunité quand ça a bien marché de faire un truc récap et après de passer à autre chose et d'en avoir d'autres. Donc, le but, c'est de multiplier les études de cas pour pas que tu sois toujours en boucle sur le même et donc à balancer toutes les infos. Et toujours pareil, tu vois, le fait de varier les angles va faire que tu vas pas être 100% dépendant des études de cas. Si tu fais aussi de la ressource, tu peux faire de l'étude de succès, si tu fais des playbooks, que tu parles un peu de la manière enfin des templates que toi tu es en train d'implémenter, etc. Ça te permet de aussi parler de toi et pas juste de tes clients. Ok, top. Du coup, un point donc tu parlais des études clients, c'est très intéressant. La vision que tu as. Parce que en gros, je vais t'expliquer pourquoi je te pose cette question. Parce que j'ai découvert Hormozy il y a 2 ans, un truc comme ça. J'ai bouffé son contenu 1 million de fois. Il est très pro études clients. Est-ce que c'est le genre de contenu que tu regardes aussi Est-ce que tu as des top influenceurs d'ailleurs du contenu à recommander, que ça soit en français ou en anglais? D'ailleurs, je suis toujours très preneur de nouvelles sources de contenu. Ouais. Je réfléchis à ce que j'ai des trucs originaux. Non, globalement, mes influences, c'est assez classique. Donc, bien sûr, il y a Hormozy. Maintenant, le problème avec Hormozy, c'est que, en fait, il a construit, enfin, les business qu'il a construits, c'est des business infopreneurial. Ouais.
et il étend les règles du business infopreneurial à tout type de business. Mhm. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de concepts qui sont réplicables. En revanche, typiquement sur une activité de freelance ou d'agence, il y a des points qui sont cool, mais c'est pas ultra spécifique. Donc souvent, je vois des personnes qui essaient de mettre en place des trucs, c'est pas pertinent. Mhm. T'as plein de trucs en ce moment, genre en mode, tu sais, les accompagnements pour agences, t'aider à générer des rendez-vous en automatique avec des funnels VSL, mais Putain, j'en peux enfin, plus, mec. Toi, tu dois prendre la dose aussi là-dessus, hein. En plus, t'as freelance dans le nom de la boîte, c'est sûr que tu prends ah ouais, ah ouais, moi en je outreach me tout fais le temps. prospecter. Et puis c'est les mêmes messages de prospection et tout à chaque fois, donc tu vois quand même les ficelles du truc. Je dis pas que ça marche pas, je dis juste que c'est pas la stratégie optimisée pour trouver des clients sur ce type de business-là. Donc est-ce que le funnel webinaire marche pour trouver des clients pour tout type de business? Oui, bien sûr, même si tu es un e-commerce, tu peux vendre en webinaire. Est-ce que c'est la stratégie marketing ultime à suivre? Ah, Non. pas sûr, hein. Ouais, non. Et c'est pareil pour les freelances. Genre, essayer d'appliquer, tu vois, un process à la Hormozy sur un business de freelance, bah, souvent c'est overkill, ou alors c'est pas pertinent, ou alors ça demande des trucs que t'as pas besoin de mettre en place, donc ça te fait perdre du temps plus qu'autre chose. Ouais. Et je trouve que le problème en général, c'est que les gens essaient de répliquer ce qu'ils voient en contenu, et du coup c'est pas ultra utile. Donc moi je le binge de ouf sur certains points quand j'ai un problème, genre Ouais. Hormozy. Mais C'est pas mal quand t'as un j'essaie d'avoir de problème. la Quand tu te distance quand dis, même. genre typiquement, tu dis je dois recruter, tu binges tout le contenu recrutement d'Hormozy, tu dis ok, là j'ai plus de matière, Voilà, tu vois, je peux faire mes choses de manière plus éclairée, quoi. Ouais. exactement, c'est exactement ça. Et ça, je pense que c'est la bonne manière de le penser. Après, ces études de cas, elles sont super bien faites, donc c'est une bonne inspiration aussi quand tu as envie de structurer des études de cas. Sinon, en... Non, après, je suis pas attaché à des créateurs particuliers. Moi, je ponce pas mal de podcasts, mais surtout par rapport aux invités. Donc, j'essaie de regarder la pertinence des invités. Est-ce que c'est un truc que j'ai envie d'écouter ou pas? Ouais. Mais en vrai, tu sais, Naval, il disait sur les livres, il Mhm. vaut mieux lire Ouais, 10 100 fois fois le... le meilleur livre plutôt que 100 Exactement. livres différents, ouais. Et je pense que c'est pareil sur le contenu. Donc moi, il y a des podcasts que j'ai poncés plusieurs fois. Et là, je suis pas dans une phase où je me rajoute différentes influences. Et donc il y a ça. Ça, je Mhm. pense que c'est un bon point sur le contenu. Un truc que j'avais Ouais. aussi appris l'année dernière, c'est si tu diversifies trop tes sources d'informations business, en fait, tu as différents types de stratégies qu'on te recommande. Elles Mhm. font toutes sens, mais dans un univers global. Et si tu es en train genre, de prendre A chez le mec X et B chez le mec Y, et que tu combines les deux, ça marche pas forcément. Ouais. Donc ça, faut faire super gaffe à pas essayer essayer de comprendre l'aspect holistique des recommandations pour Mhm. pas faire un patchwork de stratégie qui n'est pas pertinent. Donc typiquement, si tu suis Hormozy, tu ne te mets pas Russell Brunson aussi à côté. C'est pas les mêmes méthodes. Et les deux fonctionnent très bien, mais juste Ouais. pas ensemble, quoi. Chacun de leur côté, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ou alors, ce que tu peux prendre, c'est des stratégies. Donc typiquement, moi je trouve que Hormozy il est super bien d'un point de vue holistique, et après tu as Mhm. d'autres créateurs qui vont être super bien d'un point de vue tactique. Mhm. Genre un mec que je suis surtout pas pour l'aspect stratégie, parce que là, ça te mindfuck, t'as l'impression qu'il faut changer ton business pour faire la même chose que lui, et c'est en vrai pas trop réplicable selon moi. C'est J.K. Molina. Ah. Il est extrêmement chaud en tactique marketing. Ok. Et en fait, tout son business, c'est de t'expliquer comment ce que lui met en place pour avoir un business qui fonctionne. Donc c'est Ouais. coach de coach, on va dire classique. Mais non seulement il t'explique exactement ce qu'il fait, mais tu as quand même envie d'acheter, tu vois. C'est vraiment super bien pensé. Donc d'un point de vue tactique marketing, pour moi, il est extraordinaire. Et après, par contre, je recommanderais pas, pour le coup, d'essayer d'implémenter le même type de business, et surtout pas en France, Mhm. parce que c'est un business model d'abonnement, de récurrence à haut panier moyen. Donc en Ouais. gros, il vend jusqu'à 1500 euros par mois, ce qui est une formation en réalité. En France, pour devenir capable de vendre ça, il faut vraiment un temps 1005 par mois. significatif. Putain, ouais, faut être Ouais, fort. mais parce que lui, ses C'est. clients sont les personnes qui ensuite, sont des gens, on va Ouais. dire, avancés, donc qui peuvent investir ça. Mais toi, quand tu démarres, tu peux pas réussir à faire ça.
Tu le consommes sur quelle plateforme que je m'abonne Email, de suite? Email? Ah, ok, exclusivement par email. email Alors, en alors plus. du coup, il est sans vergogne, hein. Il te vend tous les jours son truc. Ok, ok, J.K. Mais Rowling c'est Academy. ça qui est intéressant, je trouve. Euh, coaching, Et je mail. pourrais passer du temps à détailler son modèle parce que je l'ai poncé et tout. J'ai pris plusieurs de ses contenus. Ouais. Et franchement, du coup, c'est ultra quali. Mais ouais, vraiment, mon truc là-dessus, c'est que ça va te mindfuck de voir son modèle, de découvrir ce qu'il a réussi à faire et tout. Et de te dis pas, faut que je le réplique. Dis-toi, faut juste que je réplique les Ouais, tu tactiques regardes les marketing. tactiques et tu te dis, ok, ça on utilise pour le plan du plus holistic business global et les concepts business, tu dis Hormozy par exemple ou quelqu'un qui soit un Ouais, peu plus chill quoi. voilà, Comment c'est t'écris ça. Et J.K. après, Rowling? attends, ouais, je peux. JK. Ouais. Et ensuite, donc ça, c'est, on va dire, prénom. Et après, Molina, comme ça se prononce, Ah, ok. Molina. Ok. Donc tu vas voir, Nickel. tout, du coup, une fois que tu as le truc, toutes les 2-3 semaines, tu vois un mec qui pop et qui essaie de faire la même chose que lui. Ouais. Maintenant que je connais le modèle quoi. Ouais, c'est ça. Ok, vas-y, j'ai noté, j'ai regardé ça tout à l'heure. Ok, c'est cool pour le contenu et l'influence. Tu nous as donné un bon playbook de comment faire du bon contenu SEO. Moi, ma grosse question maintenant, c'est pourquoi est-ce que Rémi t'es pas sur YouTube alors qu'il est parce qu'en fait, les bénéfices que tu donnes à LinkedIn, mec, c'est exactement les mêmes qu'il y a sur YouTube, je trouve. Tu fais déjà du contenu en mode voix, 1 heure que tu mets seulement sur des plateformes de podcast. What the fuck, genre juste tu peux l'uploader sur LinkedIn avec un truc blank, tu fais déjà du bise en plus entre grands guillemets. Pourquoi Rémi? Toi qui es si beau, qui plus est d'ailleurs. Ouais, non, je pense que j'ai un truc con qui est que moi, j'ai peur des bides. Je déteste bider. Ah ouais, t'es vraiment dans cette situation-là du coup, ouais. Ouais, mais bon, c'est con. Mais donc en vrai, si je suis honnête enfin, si je suis honnête avec toi, à mon avis, le frein principal, c'est que jusqu'ici, j'ai eu peur de faire des trucs et que, bah, en fait, pendant 1 an, j'aurai moins de 1000 abonnés et les vidéos elles vont faire 500, 600 vues Mhm. et mes potes vont se foutre de ma gueule. C'est un peu ça le truc. Et en vrai, je pense que c'est la vraie raison. Maintenant qu'on a dit ça, justement, là, ce matin, je validais avec un gars qu'on bossait ensemble sur la partie YouTube. Donc, normalement, dans les prochains mois, prochaines semaines, c'est des trucs qui vont arriver. Yes, c'est cool. Tu vas kiffer, mec. Tu vas kiffer parce que c'est un bon support. Enfin, moi, j'adore en tout cas personnellement, et parce que c'est en fait, tu maîtrises très bien LinkedIn et c'est des deux plateformes qui ont exactement les mêmes, beaucoup de spécificités en commun, on va dire, en termes de comment l'audience réagit, comment la growth se fait entre guillemets, le fait qu'il faille que tu as beaucoup de parasocial, que tu fasses du storytel, etc., etc. Tout ça, c'est des choses qui sont qui marchent très bien et sur LinkedIn et sur YouTube. Moi, j'aime beaucoup ces logiques-là. Euh, et c'est assez cocasse parce que d'un autre côté, j'ai toujours été très contre les côtés image de marque, branding, valeur de marque, etc. Je trouvais que c'était toujours super, super bullshit. Et au final, c'est un peu ce que je finis par devenir avec ces histoires de... Quand tu fais de l'acquise LinkedIn et acquise YouTube, en fait, tu fais beaucoup de parasocial, de valeurs, de représentation et les gens s'identifient à toi et à tes valeurs et c'est comme ça que ça fit en général. Hmm. Euh, Est-ce que tu as déjà essayé de faire de l'acquise plus chirurgicale, on va dire, plus performance, plus de l'acquise genre ads et compagnie pour du business de freelance? Ou est-ce que tu penses qu'il y a que l'acquise orientée branding et personnalité qui fait que ça fonctionne? Ok. Euh, est-ce que tu vois un peu des business où ça marche comme ça sur du service? Ouais, alors en freelance, pour moi, aucun intérêt de faire des ads, Mhm. sauf une exception sur laquelle je reviens juste après. Agence, parce que pourquoi? C'est parce que en fait, le volume d'effort que ça va te demander est trop important par rapport aux résultats que tu vas avoir. Déjà, la courbe d'apprentissage pour réussir à générer des leads est importante. Mhm. Ensuite, la courbe d'apprentissage pour apprendre à transformer des leads froids que tu as en ads est aussi très importante. Il faut devenir très bon sur les deux sujets. Ce temps, tu l'alloues ailleurs, ça marche beaucoup mieux. Genre LinkedIn, prospection, plateforme. Ouais. Alors, tu iras beaucoup plus vite et tu auras suffisamment de prospects pour avoir un business qui tourne très bien. En agence, c'est différent parce que là, théoriquement, tu peux avoir autant de prospects que tu veux. Alors, c'est pas vrai, c'est par palier. Chacun des paliers, tu as un volume de prospects maximum que tu peux traiter, mais on va dire que virtuellement, c'est infini. Donc là, tu peux te dire, je vais faire de l'ads et je vais augmenter ça. Malgré tout, les leads sont beaucoup moins quali. Donc en Mhm. général, ce que les agences, on va dire, plus traditionnelles font, c'est qu'elles ont des campagnes de branding en Mhm. ads. Donc je sais pas si tu as vu passer la vidéo d'esquimeuse
Eskimos, une des plus grosses agences Ouais. SEO françaises. Ils ont une vidéo ils en ont 2 ou 3. Ils ont des vidéos qui sont pure brand pour établir Eskimos en Ok. tant que société de services structurée. Ouais. Il y en a d'autres du coup qui ont répliqué exactement le même playbook. Junto, ils ont fait pareil. Galadrim, ils ont essayé de faire pareil. Galadrim, c'est plutôt sur la tech. Junto, c'est plus 360. Même si en fait maintenant ils sont à peu près équivalents Ils en sont termes de tous taille et de. 360 en vrai. Et puis, Et de toute façon, enfin, tu es Eskimos, obligé ils quand font tu plus que commences. SEO, ils font 360. Tout le monde fait 360 à une certaine échelle. Tu dis, Ouais, exactement. le Et de modèle toute final, façon, c'est EY. Hein. À chaque fois, ils veulent tous devenir EY, KPMG, etc. Tu sais, en fait, c'est le modèle ultime que tu quand regardes. tu veux grossir, tu es obligé Ouais. de diversifier. Et de toute façon, j'ai l'impression que c'est un peu le sens de l'histoire aussi. En vrai, les stratégies marketing digitales sont fonctionnent de moins en moins bien de manière isolée Ouais. pour des boîtes de grande taille qui sont les clients idéaux des agences. Ouais. Et Bulldozer, pareil, on fait pareil. Donc là, tu peux checker, ils ont des vidéos, ils ont à peu près. Enfin, les premiers à le faire, c'était Eskimos, et ils avaient tout niqué. Et maintenant, tu as d'autres agences qui le font. Donc ça, pour moi, c'est vrai que ça peut être intéressant, surtout en retargeting à partir d'un certain stade, et puis après, derrière, en campagne plus broad quand tu as du budget, donc à partir de 2 millions de CA. Et après, la conversion pure en ads agence, je pense que c'est pareil, beaucoup d'efforts quand même pour que ça tourne. Après, sur LinkedIn, il y a des formats ads qui perfent bien, vu que Ça maintenant coûte tu peux grave cher, sponsor. l'Ads LinkedIn, non? Ouais, mais en fait, ça coûte cher par rapport à la perf, toujours. Et Ouais. jusqu'ici, il n'y avait pas de format perf enfin, pas beaucoup de formats perf sur LinkedIn. Là, maintenant qu'ils ont rendu possible le fait de sponsoriser des posts individuels quand tu as une page Ouais. entreprise, en fait, tu peux essayer de faire perfer un post en organique dans lequel tu partages une méthode ou un cas client, et une fois qu'il a perfé, boum, tu le sponsorises. Et Ok. là, tu Ah, peux. en fait, ça te permet de tester, d'A/B tester un peu les posts au préalable en orga, et ensuite derrière, quand tu vois qu'il va perf en orga, boum, tu te dis, bah, on peut envoyer de la pub parce que derrière, elle va convertir à 200%, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça, c'est une stratégie que les mecs sont en train de poncer à fond aux US, surtout sur du SaaS. Mais un peu en agence. Là, j'en ai une. Je t'enverrai le lien. J'ai enregistré le post et Avec plaisir. je le check toutes les semaines. Et le gars, je suis sûr qu'il est en train de poncer. Vraiment, il envoie un volume de leads énorme grâce à ça. Et ça, à mon avis, c'est complètement réplicable en France. Il n'y a pas encore grand monde qui l'a fait. En ads, plus dur. Sauf, et du coup, l'exception que je t'avais donnée au début, c'est quand tu structures des offres qui sont plus du done with you sur un persona particulier. Donc, tu es un peu dans l'entre-deux, tu es entre le freelance qui vend de la prestation de service et entre l'infopreneur qui vend un programme. Ouais. Donc, tu vas accompagner un type de client sur une stratégie, on va dire, que tu répètes à chaque fois, mais tu vas quand même faire une partie des trucs pour lui. Ouais. Ça va pas être que du coaching. Et là, tu peux le faire, mais ça change ton business model. Ouais, bah ouais, c'est un business model qui est particulier, mais ok, ça permet parce que tu as la renta de l'infopreneur, entre guillemets, et que tu as les process et que tu as le persona et que c'est très bien défini, tu peux te permettre de partir sur un modèle plus ads. Et de toute façon, les modèles infopreneurs sont très bons pour l'ads en général, c'est un truc qui marche bien globalement. Ouais. Et c'est vrai que la modèle prestat de service, c'est pas ouf. Mais on se retrouve avec les mêmes contraintes que tu avais dit au début, tu vois, c'est que ça demande beaucoup de compétences. Et donc, typiquement, dans mon programme, il y a un freelance qui avait fait ça. Il a généré assez vite une vingtaine de rendez-vous et il a eu genre 50% de no-show. Ouais. Et Ah ouais, de parce qu'il no-show, n'avait pas mis en putain. place un process pour optimiser le taux de présence Ouais. au call. Optimiser le Et taux de donc, en présence, fait, c'est envoyer un rappel SMS 10 minutes avant, c'est ça? Un peu plus rappel avant. SMS, rappel Ouais. email, dire au gars un truc un peu particulier, mais tu sais, à la Hormozy, là, en mode bon, j'ai commencé à regarder ton business, ces trucs et tout machin. Parce que sinon, tu as des no-shows Ouais. énormes en ads, vu que les mecs te connaissent pas, Ah ils en ont bah, rien à foutre quoi, de pas venir. ok, putain, stylé. Donc, ça, c'est un exemple, tu vois, des problèmes auxquels tu es confronté et que tu n'avais pas anticipé et qui font que ça te prend énormément de temps de faire de l'ads. Ouais. Ok. Putain, ouais, bah en effet, je sais que ads, c'est toujours très compliqué en termes de canal d'acquise. Prospection, toujours très fort, toujours numéro 1, selon toi, égalité avec LinkedIn en prestat de service. Alors, moi, ce que je ferais, genre là, si j'étais vraiment à zéro, je ferais combinaison LinkedIn avec beaucoup de lead magnets, surtout au Ouais, début, et de prospection conversationnelle, donc plus du setting. ok. Et donc là, à partir des personnes que tu arrives à identifier qui sont intéressées par tes lead magnets, essayer de générer des conversations. Et ajouter à ça la dernière brique qui serait avoir de la prospection plus qualitative, donc moins de volume, genre 5 à 10 personnes par semaine, sur un problème bien clair, sur lequel idéalement j'arrive à avoir un use case ou du portfolio qui peut remplacer ce use case. Ok, propre.
Propre. Écoute, tu nous as donné beaucoup d'infos. C'était super intéressant. Est-ce que tu as un sujet de la fin qu'on n'a Alors, pas on n'a pas eu évoqué, le que temps tu de aimerais qu'on parler de évoque? l'agence. Ouais, ah oui, bah l'agence en plus c'est grave. Putain, c'est ce que j'avais en question et je l'ai oublié. Maintenant je note mes questions, mais là je voyais le temps qui passait. Je me suis dit, putain, le pauvre, je vais lui taper toute sa matinée. Tu parlais tout à l'heure des steps de l'agence. Il y a différents steps dans une agence. Tu disais, moi je suis super chaud pour que tu me décrives ta vision des steps de l'agence, histoire que je vois un peu quels sont les méandres qui m'attendent. Ok. Step 1, 15 000 euros par mois rentable. Ça, c'est tout seul. Ouais. Donc, C'est en gros tes free, c'est voilà, tu t'avances et voilà, tu prends des clients. et quand je dis rentable, c'est genre en 10 à 15 jours par mois max de delivery. Ok. Une fois que tu as ça, là, tu peux te dire, je veux créer une agence. Donc, step 2, passer de 15 000 à 45, 50 000 par mois. Moi, c'est la step que j'ai fait. Au-delà de ça, je te dirais la théorie que j'ai vue grâce au fait que Ouais. j'étais chez Bulldozer, Mais etc., qui peut être complémentaire. t'as vu beaucoup de choses. T'es au Oui, courant de voilà. beaucoup de choses dans la prestation de service. Genre, ta théorie de ce que t'as vu est très très bonne quand même, hein. C'est un très bon indicateur de la Oui, vérité. oui, mais après, disons que c'est plus le niveau de précision. Il est très Ouais. bon jusqu'à 50 000. Ensuite, il faudra, quand il sera, confronte-toi à des personnes qui ont fait la step d'après, quoi. Mais donc là, le sujet, c'est d'avoir 2, 3, 4 personnes autour de toi Ouais. à qui tu peux déléguer tes prestations. Ouais. Donc, tu prends tes process, tu les documentes, tu trouves des personnes qui idéalement vont pouvoir contribuer à cette documentation. Tu leur dis, je te staffe sur mes projets. Et il faut que tu puisses leur faire pleine confiance pour que, à partir du moment où tu as signé, c'est eux qui délivrent de bout en bout, genre du call client, d'onboarding, jusqu'à la réalisation de l'étude de cas quasiment. Et toi, tu es dispo sur Slack pour répondre aux questions s'il y a des problèmes ou des trucs comme ça. Ouais. Il faut vraiment que ce soit des personnes de confiance, donc pas beaucoup, parce que si tu as besoin de passer du temps sur la delivery, ça va ralentir considérablement ta progression de ces 15 vers 45 cas. Toi, il faut ou 50. Toi, il faut que tu sois vraiment focus sur trouver des prospects, les transformer en clients. Ensuite, de 50 à 80, 100, là, il va falloir que tu augmentes. 83, on va dire 83, parce que 83, c'est chiffre magique. Allez, jusqu'au million annuel. Là, il va falloir que tu commences à augmenter la virtuosité de tes unique economics. Donc, c'est-à-dire avoir des clients qui sont suffisamment gros pour que ce soit rentable et très rentable. Donc, c'est-à-dire que tu fasses plus de 50-60% de marge brute. Donc, en gros, tu factures 10 000 euros à ton client en prestation directe, gestion de projet incluse, c'est-à-dire vraiment, toi, tu passes 0 temps, tu as au moins 5 000, voire 6 000 euros de marge. Donc ça, il faut que tu travailles ça, et que en parallèle, tu commences à potentiellement internaliser des recrutements stratégiques, c'est-à-dire soit vraiment le mec qui est trop chaud avec les clients et il est dispo pour un CDI et du coup c'est OK, soit un mec qui va essayer d'aller mettre des process et qui va gérer le réseau de freelance, qui va travailler avec toi, etc. Soit, à chaque fois ça peut être, c'est pas exclusif, un commercial à qui tu vas déléguer l'école de qualif par exemple, ou quelqu'un qui va t'aider sur la création de contenu pour que tu commences à libérer du temps. Et ça, tu le fais en même temps. Et normalement, tu arrives à ces 80, 100 si tu as suffisamment de volume. Donc là, c'est du process interne, tout en ayant des gens de qualité que tu paies bien et en arrivant à atteindre un business model sur lequel tu fais une marge d'EBITDA on va dire, ajustée de 30%. Pourquoi je te dis EBITDA à 30% alors que juste avant je te disais marge brute 60%, c'est que les 30% de l'entre-deux, là, les 30 points, ils correspondent à ce que tu vas utiliser pour rémunérer plus tard, dans la suite de ta croissance, les sales, les fonctions opérationnelles, c'est-à-dire financières, légales, market, etc. Et le marketing. RH. Okay. Et à la fin, il te restera 30%. Et une fois que tu es là, donc à ce million annuel ou un peu plus, tu changes de game. Et là maintenant, c'est plus trop un sujet d'attirer des clients, tu sais comment le faire, tu sais comment les transformer, etc. Ton sujet, c'est de créer une machine à attirer, recruter, former et retenir les talents chez toi. C'est ce qu'a très bien fait Étienne Garcia chez Rhodes, je trouve. Il a 0% de churn chez ses employés. Ses employés sont tous très bons.
et lui, il les forme et il les prend alors qu'ils n'ont pas forcément, tu vois, 5 ans d'expérience. Ouais. Et ça, c'est la clé du coup de la rentabilité parce que tes employés, tu les payes pas très cher. Mm. Par contre, ils sont bons, donc tes Ouais. clients sont satisfaits et ils se barrent pas. Donc, t'es pas obligé de recommencer la même chose tous Ah, c'est les ça, ans, quoi. une fois que tu as réussi à leur apprendre tous les process et ils partent pas en freelance pour faire la même chose de leur côté. Ouais. Donc, tu dirais un gros Donc ça, c'est plus le enjeu choix acquise. d'entreprise. Ouais, gros enjeu acquisition sur les 80 000 premiers euros de CAMRR et ensuite un gros enjeu recrutement, quoi. Ouais. L'acquisition, normalement, c'est juste un enjeu jusqu'à 40-50. Parce que si tu arrives à atteindre ça, c'est que ça y est, l'acquisition n'est plus ton sujet. Ton Ouais. sujet, ça devient autre chose. Et donc, tu sais que tu arrives à trouver des process. Je dis pas que c'est facile de faire de l'acquise, hein, mais juste, c'est pas ton plus gros problème. Ouais, t'auras craqué le problème, quoi, en fait, assez simplement. Au moment où Ouais, t'arrives c'est à ça. 50 000, c'est que t'as pas eu de coup de chance, t'as su générer de l'acquise, quoi, grosso modo, et donc tu sauras le faire dans le futur. C'est Ouais, assez c'est ça. intéressant. Bah, moi, je suis exactement dans la phase où, tu vois, je passais les 15 000, grosso modo, en solo. J'ai un stagiaire, là, je suis en train de recruter un gars en plus, histoire de pouvoir délivrer des prestats que j'ai vendus proprement, et donc je suis en train de structurer vers la phase des 40 000. Je pense que l'acquise, ça va aller, j'ai plus ou moins cerné le problème, et ça devrait réussir à y aller. Maintenant, c'est la phase qui est dure, putain, parce que t'es là, genre, t'as vendu pour plus de temps que t'en avais, et du coup, le week-end, bon, bah, tu dois Ouais. livrer pour tes clients. En fait, si Mais tu c'est veux plutôt une vraiment te phase. faciliter la vie, Mm. stagiaire et tout, c'est chiant parce que Ouais, il faut lui expliquer. Donc tu ouais, passes limite autant de temps que si c'était toi qui délivrais le service. ouais. Donc il faut prendre quelqu'un qui va t'apporter quelque chose Qui est opérationnel à techniquement. 100%, quoi, directement, ouais. Ouais. Et même, idéalement, le profil, c'est il sait faire il a des trucs ou il a des vues sur des trucs que toi, t'avais pas forcément en tête. Genre en mode, c'est quelqu'un, tu pourrais faire l'émission avec lui. Donc il va te coûter très cher, probablement Ouais, 700-800 jours. Mais dans tous les cas, il faut que tu apprennes à vendre à 1003-1004 jours. ouais, ok. Donc ça va te forcer à le faire plus tôt et ça va être plus facile pour toi de vivre cette phase. Parce que sinon, bah, tu travailles, enfin, tu fais à la fois le job de commercial, à la fois le job Ouais. de recruteur, de mec qui forme les personnes sur les équipes et de gars qui éteint les problèmes quand il y a des sujets avec les clients. Ah ouais, ça va faire beaucoup. C'est vrai que ça fait beaucoup. C'est un peu le problème en fait. J'ai pas mal discuté avec des gars ou entendu du contenu qui conseillaient beaucoup d'avoir tu sais, ce côté genre le directeur opérationnel, parce qu'en fait quand tu fais de l'agence, il y a un moment où tu dois prendre un point de vue qui est un peu plus haut, on va dire stratégique et d'avoir la partie commerciale et market très sûrement sous les mains et que tu peux plus vraiment gérer l'opérationnel et d'avoir un lieutenant entre guillemets sur la partie opérationnelle qui gère très bien la chose. Tu penses quoi de ce point de vue-là? Est-ce que tu penses que c'est obligatoire? Est-ce que tu penses que Comment tu penses que doivent se structurer les étapes? C'est quoi les recrutements clés à quel moment, à ton avis? Bah, pour moi, on avait eu, enfin, on avait ça quand j'avais fait mon agence avec Thibaut et Mm. Bulldozer, donc il y avait 3 associés. Bulldozer en tant qu'entité juridique était enfin, en fait, pragmatiquement, c'était Jordan et Enguerrand, donc ça faisait 4 personnes au total. Il y Mm. avait Thibaut et moi. Thibaut avait la casquette plus opérationnelle, dans le sens c'est lui qui va piloter les gens qui sont en train de faire l'émission, etc. Moi, la casquette plus commerciale et Bulldozer, c'était structure, process, ce genre de truc. Et il nous apportait certains prospects aussi. Ouais. Et en fait, le problème que ça pose, c'est que ta marge, elle est complètement écrasée, ta marge personnelle. Vu qu'il y a 3 actionnaires qui Ah se ouais, ouais, répartissent avec la les marge. trois. Ouais, non, je Et comprends. même à 2, c'est pas ouf. Donc, Ouais, pour moi, c'est mieux tout seul. ouais, Ça, c'est mon avis. Souvent, ce que tu regardes chez beaucoup d'agences, c'est qu'effectivement, il y a quelqu'un avec le titre de CEO qui arrive et qui va être late founder du projet. Mais lui, souvent, il y a moins de 20% de la boîte et souvent plutôt Mm. autour de 10%. Donc ça peut être intéressant. Mais pour moi, le prérequis, c'est que ce soit potentiellement, tu vois, le freelance dont je te parlais juste avant, Ouais, à le qui tu freelance fais clé qui a du confiance, qui a une top, vue en avec qui plus et ça qui marche opère bien. l'émission. Ouais, Et lui, après, tu lui dis, ok, ben maintenant trouve d'autres freelances à qui tu vas expliquer comment faire la même chose. Et une fois ouais, qu'il a fait ça, là, tu peux lui proposer de s'associer au projet. ouais. Mais avant ça, pas d'intérêt. Sinon, tu ajoutes une personne Ah, t'ajoutes dont le trop de couches rôle, et trop de. ouais, Ok. parce que cette personne, elle n'a de l'intérêt que si elle a beaucoup de monde à manager, donc elle va avoir beaucoup de personnes, mais t'as pas besoin d'autant Mm. de process, t'as besoin que de 3 gars. Ouais. Ok. Ça fait sens. Ça fait sens. Et j'ai une dernière question aussi parce que je me disais en fait après toute cette discussion, j'ai l'impression que ta vraie passion dans tout ça, et tu me diras si je me trompe, c'est l'aspect bizdev pour les freelances, en fait bizdev de la prestat de service, et que les sujets que tu as le plus traités, que tu as le plus cerné, que tu as le plus apprécié, c'est les sujets de grosso modo comment générer des leads et comment les closer bien.
Est-ce que c'est bel et bien ça? Et à quel moment en fait tu t'es découvert cette passion et tu te dis putain, mais en fait c'est ça que je kiffe, c'est là-dedans que j'excelle, tu vois? Ouais, mais effectivement, c'est ça. Mais même pas forcément que pour les freelances, hein. Sur n'importe quel business, Ouais. ça me fait kiffer. Et je me faisais la remarque il y a quelques jours ou semaines. En gros, j'ai l'impression que c'est mon assurance en cas de problème dans la vie. Ouais. Alors, si je sais trouver des prospects et les transformer en clients sur des sujets rentables Je serai pour eux et jamais à pour la moi, rue, quoi, tu vois, c'est je bon. serai jamais à la rue. Tout Ouais. ira toujours bien. Je peux toujours Donc en vendre un fait, truc, c'est bon. ouais, c'est ça. Donc en fait, non, surtout, je suis inemployable, tu vois. J'ai pas besoin de me dire plus tard, est-ce qu'il faudra que je reprenne un Ouais. CDI ou quoi. Non, j'arriverai toujours à faire À quelque vendre, chose. Et donc, je pense que c'est ça le driver en vrai, au fond. Et après, il y a une autre dimension quand même qui est. Moi, j'aime bien les trucs efficients. Genre, je trouve ça con de faire quelque chose qui est pas efficient, et je trouve ça encore plus con si jamais c'est pas volontaire. Mhm. Genre, si c'est volontaire, tu te dis, je sais que c'est pas la meilleure manière de faire, Ouais. mais ça Mais je la fais m'amuse pour le davantage de kiff. faire Ouais. comme ça. Aucun problème. Mais moi, du coup, quand c'est le cas, c'est rare que je me dise, ok, je préfère le faire de la manière la moins efficiente. Donc souvent, je vais plutôt choisir le point clé, et enfin la meilleure manière de faire. Et je trouve que, en tout cas au stade auquel je suis, peut-être que ça sera plus la même chose plus tard, mais devenir meilleur là-dessus et travailler mes process d'acquisition et les process d'acquisition pour mes clients, au sens du prospect jusqu'au closing et après la delivery, bah, c'est la manière la plus efficiente d'avancer. Donc Ouais. ça me fait kiffer. Putain, tant mieux. Moi aussi, je suis en train de découvrir que je kiffe ça. Je savais pas que j'aimais vendre et finalement, j'adore ça aussi. Et j'ai l'impression de pas y être trop mauvais. Donc, c'est agréable comme chose que je découvre. Et c'est plutôt nice. Mais après, t'en Écoute, auras marre, hein. ouais, c'est ce que Enfin, j'ai cru le comprendre truc en que tu fait. kifferas, ça va être de faire les meilleurs process de vente possibles et d'avoir des sales que tu arrives à faire monter en compétences et de voir à Ouais. quel point ils progressent et tout. Ouais, le next level. En fait, enfin, on est toujours, tu sais, on kiffe tant qu'on a du succès. Quand le succès devient une norme, on se dit, ok, bah en fait, tu vas chercher d'aller le truc supérieur. Ouais, bah, je pense on se ressemble là-dessus sur l'aspect passion du business et passion de la croissance personnelle, quoi, un peu sur cet Ouais, c'est ça. aspect-là. C'est ça. Bah écoute, je vais conclure tranquillement cette interview qui a été super riche en contenu et super intéressante pour moi. Juste histoire de te faire un dernier placement parce que tu n'as placé ton programme que 3 fois aujourd'hui. À qui ça s'adresse particulièrement en général? C'est qui tes clients, ton ICP, histoire que si on a ton ICP, ton client favori dans l'audience, qu'ils se reconnaissent. Ouais. Premier point clé, c'est d'avoir un certain fit avec ce que je viens de dire là. Donc, le fait de rechercher les stratégies efficientes et d'être ou de vouloir devenir freelance, ça c'est le point clé. Et ensuite, il y a 3 types de personnes qu'on aide bien chez les freelances. Ceux qui sont très avancés, donc au sens 100 000 euros de chiffre d'affaires ou plus, et qui veulent identifier le business model pour passer à la suite. Ceux qui sont plutôt bloqués au stade inférieur, donc il y a plein d'exceptions et de variations, mais en général c'est entre 30 et 50 cas par an. Et après, même ça peut être un peu moins ou légèrement plus. Et après, ceux qui se lancent mais qui veulent aller vite. Donc éviter les erreurs, le plus vite possible, être à un volume de chiffre d'affaires qui leur correspond, et du coup qui sont prêts à suivre la méthode. Ça, c'est les 3 types de freelance. Après, sur les domaines, il y a de la tech, du marketing digital, beaucoup de SEO. Il y a un track spécial SEO, s'il y a des freelances SEO. Du coup, il y a tous mes process, tu vois, spécifiquement sur le SEO, Ouais. y compris les process de vente, etc. Et qu'est-ce qui me manque? Copywriting, no-code, IA et sales un peu. Mais après, il y a Ok. plein d'exceptions. Enfin, il y a quelques exceptions aussi. Ça marche bien. Mais il faut vendre de la prestation de service en B2B. Ouais. Genre, pas être coach. Les coachs de coach, ça sera pas pour Chérie. Ouais, non, mais plus parce que c'est pas le même business. Tu vois, t'as des mecs qui disent je fais un programme d'accompagnement, c'est pour les freelances et les coachs. Mais c'est 2 business. Enfin, moi, du coup, j'ai fait les deux. Et Ouais. je coach des freelances. Mais c'est pas du tout le même business. Donc, tu peux Ouais, c'est pas pas la dire même. les Ouais. mêmes trucs. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, merci pour ce dernier placement. C'était un plaisir de parler avec toi aujourd'hui. Et Ouais, sur merci à toi. ce, je te souhaite une bonne journée et puis un bon week-end, parce qu'on enregistre vendredi. Donc voilà, j'espère que tu auras un bon week-end tranquille, bien reposant. Ça marche. Salut Léo, merci beaucoup. Salut.